Mélanger une envie de bien manger avec une solution ultra flexible, ajouter une touche de tech pour garantir une expérience fluide et intuitive, assaisonner d'une logistique bien huilée pour que chaque frigo soit toujours plein, laisser mijoter dans plus de 3 pays jusqu'à obtenir un modèle qui cartonne, et vous obtiendrez Foodles, la nouvelle référence de la restauration en entreprise qui offre aux salariés la liberté de bien manger à toute heure. Alors, comment transformer un marché aussi ancré dans ses habitudes? Quel défi pour scaler une telle infrastructure? Aujourd'hui, Michael Ormancé nous dévoile sa recette du succès et les secrets bien gardés derrière les frigos de Foodles. Alors, bienvenue dans ce 40 nuances de Next avec Michael. On se retrouve juste après le jingle. Le temps pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de le faire juste en dessous. Feuille blanche. 40 nuances de Next. Bonjour Michael. Bonjour Solène. Salut Olivier. Salut Solène, salut Michael. Je suis ravie de te retrouver à notre micro avec Michael aujourd'hui. On se voit trop peu souvent. Exactement. Donc je lui ai dit qu'il allait être doublement cuisiné, ce qui tombe bien pour Foodles, sans mauvais jeu de mots. Olivier, je te laisse... Carrément. Michael, je vais essayer de présenter Foodles, mais tu as le droit de me corriger en fin de ce petit résumé. Donc, je crois que vous avez lancé Foodles en 2014. Donc, Michael Ormancé et Clément Bonhomme. J'ai lu quelque part que l'entreprise était initialement baptisée la boîte à encas. C'est bien le cas. Alors, donc, comme tu l'as dit, Solène, en introduction, Foodles propose une alternative aux cantines d'entreprise traditionnelles avec des frigos connectés. Et ces derniers sont déployés partout en France. On pourra parler un petit peu du déploiement géographique. J'ai compris que c'était aussi en Belgique et à Londres. Donc, c'est des solutions de restauration interne, plutôt pour les TPE et PME. Je ne sais pas si vous avez l'impression que vous avez aussi des grands comptes, donc tu pourras nous raconter ça. Pour la pause déjeuner, vous avez levé 9 millions d'euros en 2019, 31 millions d'euros en 2021. Est-ce que tu confirmes ces chiffres-là? Je confirme. Parfait. Alors, je ne sais pas si je suis très à jour sur tous les derniers chiffres, mais j'ai relevé 450 salariés, 4000 recettes proposées par Foodles, 700 frigos en France. C'est peut-être plus maintenant, parce que c'était quelques articles de presse un peu anciens. 500 entreprises clientes en Europe, 3 millions de plats délivrés à 114 000 salariés. Et donc, en gros, les recettes sont élaborées par les équipes de l'entreprise. Elles sont fabriquées par des traiteurs partenaires. Il y a plein de plats différents proposés. On pourra parler du pricing. Je crois que vous avez fixé un cap sur le pricing pour aussi rester attractif. Sachant que les entreprises, elles payent un loyer par mois par frigo. Et donc, il doit y avoir un seuil minimum, j'imagine, pour que ce soit rentable pour vous et pour que ce soit valable également pour l'entreprise. Et en plus de ça, je rajouterai, on en parlera un peu plus, vous avez également entamé une démarche durable, de durabilité, sachant que vous êtes labellisé B Corp. Et il y a une dimension, je pense, environnementale, mais aussi une dimension sociale dans cette labellisation. Ce serait intéressant d'en parler. Et on en parlera d'ailleurs plus largement parce que cette émission, elle est un peu spéciale. Et pour la première fois, dans 40 nuances de Next, on a un CEO, co-CEO d'ailleurs, et on a aussi la responsable RSE, Juliette Delannoy, qui va nous rejoindre tout à l'heure pour nous parler des actions qu'elle met en place chez Foodles avec vous pour réussir tous ces sujets environnementaux et pas que. Alors si, après cette superbe présentation, Olivier, moi j'avais une première petite question à te poser, Michael, parce que comme tu l'as très justement dit, Olivier, vous êtes lancé en 2014. 2014, c'était un peu les débuts, balbutiements de la Startup Nation. Et toi et Clément, vous vous êtes dit, on va lancer des frigos connectés. Le créneau qu'on avait, c'était plutôt de se dire que on allait travailler dans la restauration en entreprise. À l'époque 2014, c'est quand même le lancement de Deliveroo en France. On va dire que c'est l'émergence des services de restauration livrés. Et nous, on a vraiment essayé de prendre un angle d'attaque différent en se disant, en fait, on comprenait pas le rationnel du modèle économique de je vais livrer un repas à un salarié. Donc en fait, on s'est dit comment on arrive à recréer des cantines d'entreprise, comment on arrive à avoir cet ancrage physique au sein des entreprises pour mutualiser les livraisons et avoir un business model qui soit en tout cas plus durable et qui aussi propose un tarif alimentaire qui soit plus bas pour les collaborateurs. Parce que on oublie ça, la cantine, c'est avant tout l'aspect social que ça apporte, c'est vraiment l'avantage principal et c'est le facteur clé de succès de la restauration d'entreprise, le côté social que ça va apporter, d'une part à travers le lien que ça va créer entre les collaborateurs et d'autre part à travers les prix qui sont pratiqués. Pas de secret, ce pourquoi les gens vont à la cantine, c'est avant tout à travers le prix. J'ai envie de dire que la qualité moyenne en France est médiocre et c'est là qu'on va essayer en tout cas d'apporter un peu notre secret sauce pour essayer de redonner plaisir aux collaborateurs de revenir à la cantine à travers toute la qualité des repas qu'on va pouvoir proposer.
Comment vous regardez dans l'écosystème, parce que tu l'as rappelé, c'était le début de Deliveroo, mais il y avait d'autres services qui se lançaient, Made in France, je pense à Frishti. Frishti, il y avait beaucoup. comment Frishti, c'est 2014 aussi? Frishti, c'est 2015. D'accord. Il y en avait un autre. On a reçu Julia ici aussi. Ouais. Il y avait PopChef, Pop Foodcherry, Chef, il y avait Foodcherry, vraiment exactement. une dizaine d'acteurs qui se lançaient vraiment que sur la livraison B2C. Alors, ils se disaient B2B parce qu'ils adressaient des collaborateurs en entreprise, mais le modèle économique, il n'y avait pas de contractualisation entre ces plateformes et les entreprises. Là où nous, on s'est plutôt inspiré, on va dire, du modèle économique de la restauration d'entreprise, donc des entreprises comme Sodexo, comme Elior, qui, eux, contractualisent de manière pluriannuelle avec les clients pour leur apporter une prestation de service. Donc, on s'est un peu inspiré de ces modèles-là. Et derrière, on a essayé d'apporter ce qu'on appelle la secret sauce à travers justement la tech, l'expérience utilisateur, la qualité des repas, la transparence aussi sur les ingrédients, la qualité nutritionnelle des repas, avec un angle d'attaque aussi qui va être différent. Les restaurants d'entreprise, je caricature un peu, mais c'est souvent au sous-sol, ouvert entre midi et 2. C'est vrai que j'en ai fait très peu dans ma carrière quand j'étais salarié, mais c'était toujours au sous-sol, en effet. Exactement. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fenêtre. Il y a toujours une odeur aussi un peu bizarre, je trouve. Exactement. Et nous, l'angle d'attaque, c'est vraiment d'essayer de se dire, en fait, on va essayer de créer des lieux de vie. Donc, si vous allez un jour dans les bureaux de Foodles, en fait, la cantine est au centre, c'est l'accueil de l'entreprise. Donc, c'est à la fois l'endroit où on va prendre le café le matin, on va faire des réunions informelles, et c'est vraiment un lieu qui va vivre du matin au soir. Est-ce que vous-même, vous participez à l'installation de cette cantine, ou vous livrez juste vous installez le frigo et ensuite l'entreprise fait ce qu'elle veut, ou est-ce que vous avez une sorte d'accompagnement, de service, de setup pour être certain que ça marche et que les employés soient contents? On essaie de plus en plus. Après, l'entreprise est maître, on va dire, de l'aménagement de ces espaces, mais en tout cas, si l'entreprise le souhaite, on a une proposition complète on va réaménager les espaces, on travaille avec des architectes, des aménageurs pour être sûr que justement cette création de lieu de vie et cette magie va s'opérer au sein de nos clients. Je me posais la question juste en revenant directement sur le modèle économique par rapport à la cantine traditionnelle, où tu parlais des services de livraison, qui étaient très individualisés, pas forcément très attractifs en termes de prix, et d'ailleurs pas toujours très rentables pour les. On a vu dans ce secteur-là de la livraison de restaurants qu'il y en a plusieurs qui ont disparu, parce que ça a été un bain de sang en quelque sorte. Vous, dans le modèle économique, c'est un peu comme le ticket restaurant, c'est ça, c'est qu'il y a les deux parties prenantes qui paient quelque chose, l'entreprise et l'employé. C'est un peu différent que le titre restaurant, mais nous, on va facturer une prestation de service qui est vraiment un montant fixe qu'on facture à nos clients en fonction de la prestation de service qu'on va délivrer. La prestation de service, c'est est-ce que je vais livrer 5 jours sur 7, est-ce que je vais livrer 7 jours sur 7, parce qu'on a vraiment des clients qui ont aussi besoin de restaurer leurs collaborateurs le samedi et le dimanche. Est-ce que je vais installer 1, 2, 3 frigos? Et ensuite, depuis le Covid, on a aussi développé ce qu'on appelle les comptoirs en interne. C'est là, on va avoir du personnel Foodles qui va faire du service assisté et qui peut proposer une offre comme du bar à salade ou un service de plat chaud à l'assiette. Et en fonction de l'offre, du dimensionnement, on va faire une proposition de prix à l'entreprise et ça va vraiment être un montant de frais fixe. Et dans ce cas-là, si quand vous avez des serveurs en plus ou une installation, c'est quelque chose qui est permanent, ou est-ce que vous faites aussi peut-être de l'événementiel pour l'entreprise, si c'était juste un jour pour célébrer quelque chose, ou peut-être une fois par semaine mais pas tous les jours, vous avez cette possibilité qui est un peu dans l'offre traiteur? On a cette possibilité, on le fait plus avec des partenaires. L'événementiel, c'est un autre métier. Oui, en toute transparence, on a essayé de le faire. On a eu quelques problématiques de bien livrer à l'heure, de logistique, de présentation. Donc voilà, nous on a un modèle qui est déjà assez complexe dans le sens où en fait on est des restaurateurs avant tout. Oui, donc c'est l'exécution quotidienne avec des rythmes à respecter, des quantités, etc. Donc c'est déjà très exigeant. Ouais. Donc tout ce qui est l'événementiel, le café aussi, on a essayé parce que ça paraît logique quand on parle de lieu de vie. On se retrouve quand même tous autour de la machine à café. Aujourd'hui, en fait, on référence des partenaires qui ont un ADN proche au nôtre, des valeurs qui sont proches des nôtres. Et en fait, on vient essayer d'agglomérer des services à notre offre de base. Et notre cœur de métier, c'est vraiment de restaurer au quotidien des collaborateurs en entreprise. Alors, ça peut être contre-intuitif de penser restauration et tech et cantine. Comment ça a été perçu au début quand vous êtes allé voir vos premiers clients? Alors, toute transparence, je pense qu'on nous prenait un peu pour des fous avec nos frigos en 2015, 2014. Enfin, même si l'entreprise était créée en 2014, les frigos sont venus un tout petit peu après. Donc, on nous a regardé un peu d'un mauvais œil. Je pense qu'on nous a un peu pris de haut. Du côté des clients potentiels ou des investisseurs Je pense du côté de l'écosystème de la restauration d'entreprise. Après, ce qu'il faut voir, c'est que
Grâce à notre tech, en fait, on vient créer des restaurants d'entreprise au sein d'entreprises qui n'en avaient pas les moyens. Le marché de la restauration d'entreprise traditionnelle est un marché qui s'appuie sur une cuisine sur site. Une cuisine sur site, ça nécessite des investissements. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros pour avoir une cuisine professionnelle au sein des entreprises. Et après, il y a besoin de personnel, bien évidemment, pour s'approvisionner en matières premières, les réceptionner, les découper, les éplucher, les cuire, les facturer, les distribuer aux clients. Donc ça, c'est des modèles qui sont intéressants que quand on va servir une certaine volumétrie. Et cette volumétrie, on parle d'un cap à peu près qui est 200 repas par jour. Okay. Donc en fait, toutes les entreprises globalement de moins de 200 personnes n'avaient pas accès historiquement à un service de restauration, malgré tous les bienfaits que ça apporte. Et c'est en ça que le modèle Foodles est très intéressant. Vous, c'est à partir de combien de collaborateurs ? Je dirais que le modèle est intéressant quand on va commencer à servir à peu près entre 10 et 15 repas par jour. Ok. Et ça, c'est pour un frigo, c'est ça, ou vous avez plusieurs tailles de frigo? Ça, c'est pour un frigo. On dit de manière assez générale qu'un frigo peut nourrir jusqu'à 50 personnes par jour. D'accord. Mais s'il y a un besoin de 10 à 15, le modèle économique de Foodles est intéressant pour les entreprises. Donc en fait, c'est tout un pan de marché qui a été oublié par la restauration d'entreprises traditionnelles qui n'ont pas voulu en fait sortir de leur modèle économique, de leur modèle opérationnel. Donc ça a été vraiment en gros l'innovation, et c'est pour ça que on adore la tech et on en parlera plus en détail, mais l'innovation première de Foodles, ça a vraiment été une innovation de service. On a été en capacité de proposer un service de restauration en interne avec tous les bienfaits que ça apporte à toutes ces TPE, PME qui étaient dépourvues de ce type de service auparavant. Et si on essaie de résumer le pain point, parce que moi j'aime bien comprendre le tout début des entreprises, le go-to-market, votre analyse historique, je ne sais pas si vous étiez passionné d'alimentation déjà dès le départ avec ton associé, mais est-ce que le pain point, c'était effectivement qu'il y avait un trou dans le marché, parce que tu en as dit plusieurs, tu as parlé des livraisons qui n'étaient pas complètement efficaces, les cantines qui ont leurs limites, et l'offre Foodles, mais le point d'entrée dans le marché, c'est particulièrement le fait qu'il y avait une sorte de gap sur une certaine zone de taille d'entreprise, c'est principalement ça, finalement. C'est ça l'entrée, c'est par rapport à des gens qui n'avaient pas de solution. En dehors peut-être des tickets restaurants, mais... Le point de départ, c'est toutes les entreprises de moins de 200 à 300 personnes qui n'avaient pas de service de restauration, enfin qui n'avaient du coup pas les moyens d'avoir une cantine en interne et qui étaient dans des zones, on va dire, pas en centre-ville. Et donc les employeurs, ils ont fait quoi? Ils ont dit, je vais offrir un ticket restaurant à mes employés, mais le ticket c'était restaurant, trop loin. S'il n'y a pas de restaurant à proximité, ça ne sert pas. Ouais. Donc en fait, vraiment le point de démarrage, c'était de se dire comment on va apporter un service de restauration en interne à ces entreprises qui sont éloignées des centres-villes et qui n'ont pas la capacité de proposer une cantine en interne. Et toi, tu l'avais vécu, ça ? Et ça, je l'ai vécu dans un site industriel. Ouais. J'ai une formation ingénieur. Comme bon ingé, on va dire que j'ai fait des stages et ma première expérience pro était sur un site industriel. Au milieu de nulle part. La définition vraiment de la zone industrielle. De la zone industrielle, Il y a vraiment un restaurant, une boulangerie. Donc, en fait, très rapidement, on est à bout. Donc, étudiant, donc voilà, j'étais pas encore dans le. Je vais me faire à manger. Tu en mettais au sandwich dans ce cas-là où il y a ça, des casse-croûtes, etc. Ouais. Donc ça a été vraiment un peu le point de départ. Je pense qu'avec Clément, on aime la gastronomie, on aime cuisiner, on aime aller au restaurant, on aime voyager pour découvrir des tendances. Et après, ça a été vraiment de se dire, ok, comment on essaye, en tout cas, de répondre à cette problématique de manière durable, en s'inspirant quand même de la restauration d'entreprise. C'est quand même un marché qui fait 20 milliards d'euros par an. Donc c'est un marché qui va bien, c'est un marché assez gros. Donc voilà, dans le sens où quand on regarde un nouveau marché, il faut pas se dire, ok, je vais disrupter le marché, je vais vraiment rien prendre de ce marché, il n'y a rien à prendre. On a vraiment essayé de faire cette analyse en se disant, ok, qu'est-ce qui fait le succès des cantines en entreprise et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on n'arrive pas à apporter ce service qui a quand même beaucoup de valeur pour l'entreprise, pour les collaborateurs, sur, on va dire, des entreprises de taille plus intermédiaire. Moi, j'ai plein de questions qui me viennent, mais il y en a une en particulier qui est le fait que vous avez cette caractéristique qui n'est pas toujours très courante, d'être en quelque sorte hardware aussi, puisque vous produisez, il y a du matériel, y compris d'ailleurs du matériel très technologique, puisque je crois que les frigos sont connectés, donc là, il y a de l'IoT. Alors, comment est-ce qu'on lance une entreprise industrielle au départ? Je vois bien quand ça se développe, etc., mais pour faire son premier MVP, pour convaincre un premier client, parce que j'imagine qu'on ne peut pas produire 100 frigos d'un seul coup. Donc, est-ce que c'est le go-to-market, le product market fit, comment est-ce qu'on l'ajuste? Parce que dans l'industriel, c'est des investissements un peu plus lourds et un peu plus longs aussi que juste du software. Alors, les 2 premières années se sont fait, on va dire, low-tech, pour justement essayer de tester la valeur
qui était perçu par ce produit auprès de nos clients. Donc en fait, il n'y avait pas de détection automatique. Pour juste vous expliquer comment marche le frigo, vous avez votre application. Sur votre application, vous pouvez voir en temps réel le contenu du frigo. Vous badgez votre QR code, le frigo s'ouvre, vous récupérez les produits que vous avez envie de consommer, vous refermez, et là, le frigo détecte automatiquement ce que vous avez choisi et vous facture en conséquence. C'est un peu l'expérience qu'on a chez soi. On ouvre son frigo, on se sert, on referme. Au démarrage et les 2 premières années, il n'y avait pas ça. C'était, en fait, le frigo était ouvert, il n'y avait pas de fermeture, donc les personnes se servaient et on leur demandait de déclarer sur une tablette les produits qu'ils avaient pris. Produits qu'ils avaient pris, exactement. Donc ça nous a permis de nous dire, ok, est-ce que déjà, d'un point de vue client B2B, est-ce que le B est prêt à payer pour un tel service ? Est-ce que le C y voit un intérêt ? Sans développer. Et ensuite, en fait, on voulait garder cette expérience. Et ce qui s'est fait, c'est qu'on a regardé sur le marché si cette technologie, elle existait. Elle n'existait pas. Et c'est la raison pour laquelle on l'a développée. Je suis pas forcément alors, ça fait une barrière à l'entrée aujourd'hui et ça nous permet d'être beaucoup plus agile et flexible de certains de nos équivalents à date. Après, il faut toujours faire attention entre... pour moi, le développement qui doit être fait en interne doit vraiment être cœur métier et doit vraiment apporter de la valeur ajoutée ou créer des barrières à l'entrée. À refaire, aujourd'hui, en fait, la technologie qu'on propose, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont lancés à remonter un Foodles aujourd'hui. Pour aller plus vite, je prendrais certainement des briques techno qui existaient. Donc voilà, il faut, à mon sens, on est très content de l'avoir fait aujourd'hui et on continue d'investir massivement, en tout cas, dans notre tech. On va dire, le conseil que j'ai à donner, il ne faut pas forcément tout vouloir faire en interne. Il faut savoir, en tout cas, s'appuyer sur des solutions existantes pour avancer plus vite. Et où sont fabriqués les frigos ? J'allais poser la même question. Mince, je parle trop vite. Alors, on a remonté une chaîne de fabrication en France. Il faut savoir qu'il n'y a pas de fabricant de frigos français. Donc, en fait, on a 5-6 fournisseurs qui vont... acheter le compresseur, le monter, faire la tôle autour. Et vous faites l'assemblage vous-même ? Non, on a vous avez un sous-traitant qui... un partenaire. D'accord. Exactement. Et globalement, c'est 5 fournisseurs français qui fabriquent les frigos. Qui devait être aussi un super argument pour tes clients. Et notre frigo est Origine France Garantie, a le label. Donc, le label. Et comme on peut pas le montrer ici, mais il fait quelle dimension pour qu'on essaie de se projeter ? Il fait quelle dimension ? Je dirais qu'il doit faire entre 1 mètre et 1,50 m de large, 2 mètres de haut, on va dire comme un gros frigo américain double porte en termes de taille. D'accord. Voilà, si je dois donner un... Et quand vous avez analysé ce marché, ses faiblesses, ses forces, le prix, les concurrents potentiels, est-ce que vous avez beaucoup regardé ce qui se passait à l'étranger ? C'est toujours intéressant parce que je sais qu'en alimentation en particulier, la culture, les rituels, les façons de manger, même les horaires, enfin évidemment le type d'alimentation, etc., c'est pas toujours la même chose. Est-ce que Foodles existait déjà ? Vous êtes inspiré d'une solution qui existait déjà ? Non. Au Japon, aux États-Unis ou autre ? On avait regardé assez rapidement. On n'avait pas trouvé d'équivalent. En revanche, lors de notre lancement à Londres et en Belgique, pour le coup, on a vraiment regardé, et ce que tu dis est très vrai, c'est qu'on ne mange pas de la même manière à Londres qu'on mange à Paris, donc c'est assez difficile en tout cas pour une boîte food de se lancer à l'international, parce que la valeur perçue est pas du tout la même, et en effet, on va dire que la typologie des plats et des attentes sont vraiment différentes d'un pays à un autre. Quand tu dis la valeur perçue, tu penses à quoi ? Le prix, c'est-à-dire que la qualité, quand on va par exemple faire du bio, faire des ingrédients français, on a des consommateurs dans un pays qui donnent de la valeur à ça, d'autres qui finalement n'en donnent pas. Ils vont être plutôt dans le snacking par exemple, où il y aura peu de valeur ajoutée culinaire, gastronomique. D'accord. Et est-ce qu'il y a un contexte légal, juridique un peu compliqué ou pas pour avoir un type d'agrément, j'imagine le respect de la chaîne du froid, les questions sanitaires, etc. Alors les 2 aspects de la réglementation sur lesquels on doit être intransigeant, c'est la traçabilité et le respect de la chaîne du froid. La traçabilité, c'est la traçabilité des ingrédients qui sont dans les recettes ou c'est Alors ça commence où et ça finit où en fait, parce qu'on peut remonter à l'origine de la ferme par exemple. Alors on a un double modèle, c'est-à-dire que on a une partie des produits, des repas qui sont fabriqués en propre. Quand je dis fabriqués en propre, c'est-à-dire qu'on a nos laboratoires, nos cuisines, sur lesquelles on va réceptionner de la matière brute, des carottes, des tomates, qu'on va transformer en repas. Et de l'autre côté, on va aussi travailler avec des traiteurs. L'objectif de travailler avec des traiteurs, c'est d'aller chercher, on va dire, des savoir-faire qu'on n'aura pas forcément en interne.
L'exemple le plus parlant, c'est on va travailler avec un traiteur qui fait des sushis. On n'a pas la capacité de faire des sushis en interne, donc, et on pense que proposer des plateaux de sushis, ça a beaucoup de valeur dans l'offre au global de Foodles, sachant que dans la restauration d'entreprise, c'est important, voire primordial, d'avoir de la diversité, parce que si, moi j'adore aller dans mon restaurant de quartier avec mes 3 entrées, mes 3 plats, mes 3 desserts, mais bon, si je suis amené à y aller 3-4 fois par semaine, au bout d'un moment, je vais me lasser. Donc voilà, donc cette traçabilité, en fonction de est-ce qu'on le fait en interne ou est-ce qu'on s'appuie sur des partenaires, elle est un peu différente. Et ensuite, il y a vraiment ça, elle est obligatoire sur le plan légal? Elle est obligatoire sur le plan légal. C'est-à-dire que demain, il y a un incident, il y a un fournisseur qui nous dit qu'il y a une bactérie dans un plat, on doit être en capacité de savoir où il y a ce plat. La responsabilité, d'accord. Exactement. Et après, le respect de la chaîne du froid. Tout ça pour garantir, in fine, la sécurité alimentaire. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment le point central. C'est-à-dire que justement, voilà, on ne peut pas transiger ou arbitrer ou prendre cette mesure à la légère. Surtout que, voilà, aujourd'hui, Foodles, on nourrit 25 000 personnes par jour. Donc, on a un peu une responsabilité. Exactement. Et vous avez déjà vous avez déjà été face à des crises, justement, de un plat où il y a eu un problème, etc. Comment on gère ce type de sujet? Alors, ça nous est déjà arrivé une fois. Ouais. Et l'avantage, c'est comme la data est omniprésente. Tu sais exactement qui l'a acheté. En temps réel, on sait exactement qui l'a acheté. En temps réel, on a été en capacité de bloquer les frigos, d'aller récupérer les plats. Donc ça, c'est une vraie force du modèle. Et puis de prévenir ceux qui avaient potentiellement acheté le plat en question. Et quand tu dis que tout est connecté, est-ce que ça veut dire que du coup, vous avez aussi les DLC de chaque produit individuellement par emplacement, disons, d'une certaine manière. Et donc, quand les produits entrent et sortent, parce que je ne sais pas si vous les rapprovisionnez tous les jours. Et puis, il y a évidemment des gens qui achètent tous les jours. Donc, vous avez une sorte d'état des stocks par frigo, en temps réel, systématiquement? Exactement. En fait, le process de réapprovisionnement de nos frigos, ça démarre par un écran qui va justement dire à notre livreur les produits qui sont à retirer. Et si les produits ne sont pas retirés, on ne peut pas passer à l'étape d'après. Donc ça, c'est la grande force du modèle, c'est que théoriquement, il ne peut pas, sauf s'il y a une erreur d'étiquetage en amont, mais ça, c'est des choses qui arrivent très peu. Enfin, le process est très rodé pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de produits arrivés à date au sein de nos frigos. Ça, c'est un avantage de la data. Il y en a plein d'autres. C'est-à-dire que comme on mesure en temps réel toutes les consommations chez l'intégralité de nos clients, ça nous aide en amont pour construire nos menus, pour dire exactement quel est le menu en termes de diversité, c'est quoi la diversité des protéines qu'il faut que j'apporte, c'est quoi la part de végétarien, c'est quoi les accompagnements qu'il faut que j'apporte. Donc on va créer un peu les menus grâce à la data de consommation qu'on observe. Et ensuite, on va aussi dispatcher, en fonction des entreprises, les quantités, la typologie des repas, et in fine, les consommateurs vont noter chacun des plats. Et ça, cette data... Donc, c'est-à-dire qu'on va noter comme un peu on note son Uber à la fin de sa course. Et ben nous, chez Foodles, si un plat a une note inférieure à 4 sur 5, le plat est forcément retravaillé ou le plat est forcément sorti de la carte. Et vous travaillez avec des nutritionnistes ou pas du tout On a une nutritionniste en interne qui nous accompagne aussi et qui accompagne les chefs de projet R&D dans l'élaboration des cartes et assurer l'équilibre global des menus qu'on propose. Et ça a dû être assez marrant, le recrutement du premier ou de la première chef, enfin, ceux qui faisaient Parce que bon, j'imagine que c'était pas des profils que tu avais l'habitude de recruter. Pas du tout. Sur ta zone industrielle. Ça s'est passé comment, tu veux nous raconter? Je pense que c'est venu assez naturellement. On a très tôt fait la log. La tech est venue par la suite, de plus en plus intégrée, en tout cas. Et assez paradoxalement, on va dire que la restauration est venu à la fin, alors que c'est quand même le cœur. Le cœur, c'est-à-dire que... Vous avez commencé par des traiteurs pour... on a commencé par des traiteurs. Ce qui sont assez logique, il faut un problème après l'autre. Exactement. Et après, on s'est dit, on a un peu refait un travail sur justement la raison d'être de Foodles, le cœur de métier de Foodles. C'est pour ça que je dis... Alors, quelle est la raison d'être? Alors, on a une mission, mais avant, pour finir, c'est que c'est vrai qu'avant, on se définissait comme une boîte tech. Et je pense qu'il y a vraiment eu un switch il y a 3-4 ans sur, en fait, on est des restaurateurs. Notre objectif et la finalité de notre produit et notre prestation de service, c'est vraiment de nourrir des collaborateurs au quotidien. Et la mission qu'on s'est fixée, on est aussi entreprise à mission en plus d'être bravo, c'est de rendre accessible un service de restauration innovant, social et durable. Et dans ce rendre accessible, il y a un peu cette double casquette
le rendre accessible, c'est-à-dire que on déploie un service de restauration dans des entreprises qui n'avaient pas forcément les moyens d'en avoir. Et il y a l'accessibilité aussi à travers le prix. On cherche à rendre accessible des produits de qualité à nos consommateurs. Et donc, quel est le prix d'un plat ? Le prix d'un plat est entre 5,50 € et 6,50 €. Et 6,50 €, c'est un plafond que vous êtes fixé, c'est-à-dire que ça fait partie du cahier des charges que vous allez donner aux cuisiniers ? Exactement. D'accord. Vous avez un message. Bonjour Mickaël, la food tech est un secteur qui est très complexe, avec de nombreux défis. Je pense notamment en termes de logistique, de respect des normes environnementales, de réglementation sanitaire. Et puis aussi, bien sûr, c'est un secteur ultra compétitif. On a vu beaucoup d'acteurs disparaître ou se faire acheter à des valos assez modestes. Donc je me demandais comment vous vous adaptez à tous ces défis, comment aussi vous vous différenciez, comment vous vous démarquez dans un marché qui est aussi compétitif, et puis aussi comment faites-vous pour viser un modèle économique qui soit durable. Voilà, merci beaucoup. Alors, c'est une question d'Olivia Hervy, qui s'occupe de l'écosystème startup chez Vivatech, qui est un de nos partenaires de ce format. Ok. Et elle a posé 15 questions en une. La première sur la différenciation, je pense que c'est sur vraiment la qualité de service au global, la qualité de nos opérations, la qualité de notre tech et la qualité, in fine, gustative du repas. Je pense que c'est ça la difficulté de notre produit, c'est-à-dire qu'on doit être bon en log, c'est-à-dire que tous les jours on réapprovisionne l'intégralité de nos clients, et nos clients, in fine, nous attendent parce qu'ils comptent sur Foodles pour se restaurer le midi. Il faut que le frigo fonctionne. Si j'arrive devant mon frigo et que la porte elle s'ouvre pas, in fine j'arrive pas à me restaurer. Et en bout de chaîne, il faut que ce soit bon. Oui. Il faut que ce soit bon systématiquement. Les consommateurs et les clients sont vraiment très durs. Et je pense que vous, c'est la même chose. Vous allez dans un restaurant demain, c'est pas bon, c'est fini. Il n'y a pas de... Vous y retournez plus. Donc, c'est un peu la manière dont on se différencie. Et sur le modèle économique, justement, c'est pour ça qu'on a pris on facture des montants fixes qui, on va dire, garantit une profitabilité, dans le sens où ce montant fixe couvre l'intégralité de nos coûts opérationnels. Et ensuite, donc dans l'abonnement qui est payé mensuellement par l'entreprise. Exactement. Tous les coûts opérationnels vont être pris en charge par cet abonnement, ce qui nous assure un peu une profitabilité du contrat. Et ensuite, ce contrat, on va chercher à le signer sur des durées plus ou moins longues. Le contrat moyen Foodles fait entre 2 et 3 ans, ce qui nous permet aussi d'avoir de la visibilité sur nos revenus. À l'instar des entreprises, comme je l'ai dit, un peu plus B2B, mais avec un axe très B2C, qui ne contractualisaient pas avec les entreprises, et dans ce cas-là, qui avait forcément une très forte variation du revenu. Est-ce que si le taux d'utilisation est plus faible que la moyenne ou que ce que vous projetiez sur un frigo, ça fonctionne quand même en gros avec ce système d'abonnement fixe ? Oui. En fait, très smart. Ouais. En fait, on garantit, à travers ce contrat, on a une garantie de moyens. Tous les jours, on va venir réapprovisionner le frigo. À nous d'être bons. Évidemment que si, in fine, le frigo, il n'y a pas de consommation, à la fin du contrat, le client il va nous dire « Vous êtes bien gentil Foodles, mais ça ne marche pas. Ouais. » Donc en fait, à nous d'être bons, et c'est en ça que c'est un cercle vertueux. Parce que voilà, c'est notre métier de faire en sorte que ce soit utilisé. C'est dans notre intérêt de faire en sorte. Et le client nous paye une garantie de moyens pour qu'on puisse faire en sorte que, in fine, les clients soient satisfaits. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont un restaurant, cantine d'entreprise, je vais dire traditionnel, et qui ont aussi choisi de proposer à leurs clients cette option, à leurs collaborateurs, pardon, cette option? Ça nous arrive, mais c'est très peu. C'est 3 clients sur 600. Ok, donc c'est très peu. Voilà. Et sur l'autre outil qui est le ticket restaurant, est-ce que c'est complémentaire pour un chef d'entreprise? Est-ce qu'il peut proposer les deux? Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut payer Foodles avec un ticket restaurant? Oui et oui. C'est bien pensé. On fait une bonne promotion de Foodles. Je pose toutes les questions, il n'y a que des oui, c'est bon. L'essayer, c'est l'adopter, etc. Le pitch au démarrage, je tiens à vous souligner, était exceptionnel. Donc, merci. Donc vous êtes partout en France, on l'a dit, en Belgique, au Royaume-Uni. Comment vous avez géré cette expansion à l'international? Alors, il y a eu 2 types d'expansion.
3 même. La première, jusqu'en 2020, on était très Paris-Île-de-France. Ouais. Maintenant, on est présent un peu partout en France. On a des hubs dans lesquels on a une activité suffisante. Je crois qu'il y a un hub en Gironde, non, qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Il y a un hub en Bordeaux qui a ouvert il y a 3-4 mois. Est-ce qu'il y en a je suis Marseillais, donc je voulais savoir s'il y en avait un. Très bien. Je fais la promotion de l'entreprise à Marseille. Donc il y a Bordeaux, Marseille, Lyon. Lyon, Fréjus. On a une activité saisonnière avec des hôtels de Saint-Tropez. C'est un peu une niche qu'on s'est découvert après le Covid. Le hub de en proposant des frigos dans les hôtels ? Dans les hôtels pour les salariés des hôtels, pour le personnel des hôtels et pas pour les clients. Parce que notre service de restauration est accessible 24 heures sur 24. Donc c'est une vraie valeur ajoutée en tout cas pour les collaborateurs. Attends, et comment vous avez découvert cette... parce que c'est une vraie opportunité business niche. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Ça a été un lead, un contact d'un hôtel qui avait entendu parler de nous. C'était en 2020, donc je ne me rappelle plus exactement comment il avait entendu parler de nous. Et on s'est beaucoup développé dans les hôtels, parce que c'est vrai que le service food, on propose des repas de qualité. Un hôtel, c'est une PME finalement, d'une certaine manière. Un hôtel, c'est une PME, exactement. Voilà. Et sinon, on a aussi un partenariat national avec La Poste. J'adore ce partenariat parce que, en fait, on va utiliser les réseaux de transport La Poste et des facteurs La Poste pour réapprovisionner des frigos Foodles dans des zones d'activité dans lesquelles on n'est pas présent. Et donc en fait, et La Poste a un enjeu en tout cas. Ils ont des transports réfrigérés du coup ? Alors ils ont des transports secs, mais on a une techno qui s'appelle un trolley qui permet de maintenir la température pendant une certaine durée, qui permet d'utiliser leur transport sec, sachant que le volume de courrier, je pense que ça n'a échappé à personne, est en forte chute. Donc en fait, ça leur permet de recréer du volume. Et surtout, ils ont 75 000 facteurs en France, et c'est vraiment une ressource qu'ils souhaitent garder, donc ils souhaitent en tout cas ils ont besoin de la valoriser aussi. Exactement. Et diversifier ce qui est livré finalement. Exactement. Donc ça a été la première brique d'expansion de Foodles. Il y a eu la deuxième qui s'est plutôt fait par opportunité, dans le sens où on a aussi un ancrage dans le nord de la France. Donc on a eu des clients limitrophes en Belgique. Donc on va dire que le modèle est très similaire à ce qu'on propose en France. En revanche, en 2022, on a vraiment ouvert une nouvelle antenne à Londres, avec une nouvelle équipe, avec une nouvelle cuisine, avec vraiment une entité qui s'appuie sur les forces et sur les outils de Foodles, mais qui est complètement indépendante, parce que le modèle économique est un peu différent, la nourriture et en tout cas les attentes des collaborateurs est aussi complètement différente. Est-ce qu'en Belgique, vous proposez des moules frites ? Non. Non. Il y a certains produits... J'avais le droit à une question bête. C'est vrai. Il y a certains produits, quand on se dit qu'on n'est pas capable de proposer la qualité qu'on aimerait, on préfère ne pas les faire. Et bah typiquement les moules frites, le jour où le collaborateur ne va pas à la cantine, il ira se chercher bien sûr. son moule frites dans sa brasserie du coin. Et moi, du coup, je suis évidemment hyper intéressé par le sujet. Je ne sais pas à quel moment on parlera de la question durabilité, parce que elle me passionne avec 2050, bien sûr. Mais avant ça, je me pose des questions, je brainstorm, c'est mon passé d'entrepreneur. Est-ce que vous avez regardé le marché, les marchés publics aussi ? Par exemple, les écoles, les hôpitaux, un certain nombre d'administrations, etc. Je pense que ça serait complètement génial pour eux. Alors, on fait très peu les écoles et les hôpitaux. En revanche, on est très présent dans les administrations, des ministères et également dans des mairies pour la restauration des agents, notamment. Donc oui, le public aujourd'hui... Toi, école, tu pensais aux élèves aussi ? Je me disais pourquoi pas, parce que finalement c'est une cantine, donc on pense cantine, tout ce qui est restauration collective, en général, ça comprend soit les jeunes, ça pourrait être les universités aussi, quand je parle des écoles, c'est pas forcément les écoles primaires, mais souvent dans les universités, il y a des sortes de cafétérias finalement, donc, et les étudiants, ils préfèrent souvent sortir, mais s'il y avait peut-être un très bon service pas cher, parce que c'est toujours cette question du pouvoir d'achat, finalement, les étudiants, c'est ça aussi leur problème principal. Ce que tu as connu en étant stagiaire, c'est ce que vit un étudiant aujourd'hui dans une école de commerce, université. En tout cas, c'est des marchés qu'on regarde, et je pense que l'angle d'attaque sera un peu différent, on va dire, de l'entreprise, et à mon sens, le repas, in fine aussi, les attentes sont un peu différentes du salarié, mais en tout cas, c'est des marchés qu'on regarde et sur lesquels on se positionnera par la suite. Ces derniers mois, on parle beaucoup d'inflation, de hausse des coûts. Comment ça impacte forcément le secteur alimentaire ? Comment vous faites pour vous adapter à ces nouvelles contraintes économiques aussi ? Alors, on a la chance d'être en croissance. Donc, la croissance nous donne du volume supplémentaire et le volume supplémentaire nous aide à maintenir la marge, à mieux négocier. Donc, il y a eu forcément un impact du prix, du plat. Donc, le 5,50, 6,50 €, si on se projette à 3 ans, on était un peu en dessous de ça. Mais en tout cas, on a réussi à ne pas répercuter l'intégralité
de l'inflation du fait de la croissance de Foodles. 2020, il y a 5 ans, tout juste, nous, on lançait 40 nuances de Next, toi à Marseille. En plein Covid. En plein Covid, nous, dans l'Est. Une partie de ton activité s'arrête. 98%, je pense. 98% de l'activité s'arrête. Comment on gère cette période ? Comment on gère ? Je pense que personne n'était préparé à gérer. Donc j'ai envie de te dire, on a fait un peu du mieux qu'on peut. La décision un peu difficile à prendre, c'était est-ce qu'on coupe 100% de notre activité ou est-ce qu'on laisse l'offre Foodles ouverte pour les clients qui le souhaitaient. On a fait appel à du volontariat. En fait, on ne voulait pas, et en tout cas, nous, en tant que dirigeants, on ne voulait pas imposer à des personnes de travailler pendant cette période-là. On a eu quand même beaucoup de volontaires qui se sont dit, en fait, moi, j'ai quand même envie de sortir, d'avoir une activité professionnelle pendant ce temps-là. Donc, on a maintenu un petit filet d'activité. Et après, ça a été, il y a une période très faste après le Covid, dans le sens où il y a beaucoup de cantines d'entreprise, une cantine qui faisait 200 repas par jour. Qui n'ont pas réouvert. Qui n'ont pas réouvert immédiatement. Et surtout avec la généralisation du télétravail. Tu vois, je vous disais que le seuil de rentabilité était à peu près à 200 repas par jour. Avec la généralisation du télétravail, ce 200 est devenu 120. Donc en fait, le 120, le modèle économique n'était plus tenable. Donc il y a eu vraiment une opportunité de business, et c'est dans ce cadre-là où on va dire qu'une entreprise qui était habituée à avoir un service à l'assiette systématiquement, de passer à un service qui est 100% autonome avec nos frigos, la marche était un peu trop haute, et c'est dans ce cadre-là qu'on a développé de nouvelles offres, notamment les comptoirs. Pas mal. Beaucoup d'agilité. Et est-ce que du coup, je me posais la question parce que parfois sur les livraisons, le métier de livreur ou tous les petits jobs, etc., c'est souvent un peu critiqué, cette espèce de plateformisation de l'économie ou de ce qu'on appelle la gig économie, etc. Est-ce que vous avez aussi un regard sur la rémunération de toute votre chaîne de valeur ? Là, je parle de ceux qui sont potentiellement vos employés ou des livreurs, etc. Je ne sais pas d'ailleurs si ce sont des salariés ou des sous-traitants. Et puis après, plus globalement, je me pose la question justement de est-ce que vous regardez la chaîne de valeur qui est rémunérée ? Parce qu'on sait que dans l'alimentation, c'est un des points difficiles. Il y a souvent ce bras de fer entre la grande distribution et les agriculteurs. Par exemple, globalement, on se demande toujours un peu qui gagne quoi, combien, etc. Est-ce que vous avez un regard là-dessus d'équité ? Un pari fort qu'on a fait dès le début, c'est de recruter en CDI nos livreurs. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça paraît presque la norme, mais pareil, si on se remet 10 ans derrière, c'était vraiment plutôt la mode à l'auto-entrepreneuriat. Donc nous, on a pris ce parti pris qui était fort, mais aussi parce qu'on a bâti un modèle économique et une proposition de valeur qui permettait globalement de recruter des livreurs à temps plein. Le frigo, par exemple, nos tournées de livraison fonctionnent de 5h à midi, ce qui est compatible avec un emploi temps plein, parce que l'expérience qu'on propose à nos clients, justement, c'est pas celle de commander son repas et de se faire livrer dans l'immédiat. C'est pas ça la restauration d'entreprise. Donc toi, tu as une régularité des flux qui te permet d'anticiper les volumes et donc les besoins humains de main-d'œuvre. Exactement. Donc ça, cet ADN-là, en tout cas, j'ai envie de dire, on le garde. Et aujourd'hui, toutes les livraisons qui sont faites, en tout cas en propre, sont faites à travers des livreurs en CDI. Et tout l'enjeu qu'on a aujourd'hui, il est double. C'est déjà de créer un sentiment d'appartenance de ces livreurs auprès de la marque. C'est avant tout des jobs alimentaires, je pense qu'il ne faut pas se le cacher, mais de faire en sorte qu'ils sont quand même attachés à la mission et aux valeurs de l'entreprise. Et après, en toute transparence, on a un gros chantier à mener sur tous les sujets de partage de la valeur pour nos livreurs, pour nos préparateurs, pour nos cuisiniers, pour l'intégralité en tout cas des forces vives de l'entreprise qui font tourner la boîte. Et vis-à-vis de l'écosystème, parce qu'on parle beaucoup d'écosystème pour l'entreprise, vous êtes dans un écosystème, c'est-à-dire qu'il y a aussi des traiteurs, des fournisseurs, etc. Justement, dans le cadre en plus de l'inflation, je rebondissais aussi sur la question de Solène, est-ce que ça a tendu les relations ? Est-ce que vous avez cette approche qui est de voir aussi, je suis toujours préoccupé moi par la question de la rémunération des agriculteurs en bout de chaîne. Je sais pas, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez comme je sais que vous êtes Bicorp, je me demandais si ça peut faire partie de vos préoccupations. C'est peut-être pas la priorité, mais question ouverte et sociétale. Et en toute transparence, ça fait partie de nos préoccupations, mais on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. J'imagine. C'est-à-dire que dans nos propres cuisines, on arrive à aller auprès des agriculteurs, mais aujourd'hui, on ne va pas jusqu'au bout de savoir les pratiques agricoles, la rémunération. Enfin voilà, et surtout il y a et ça vient d'ailleurs avec des pratiques qui sont vertueuses, c'est que nous, nos clients contractualisent plusieurs années avec Foodles. Il faut qu'on arrive aussi à contractualiser plusieurs années avec des exploitants, avec des producteurs, pour assurer un minimum de revenus. Ça leur permettrait d'investir dans des d'avoir de la visibilité en fait sur l'avenir. Et ça, c'est des choses sur lesquelles
On a envie, on va y aller, mais aujourd'hui, c'est très faible. Je pense que c'est le moment de faire un petit focus sustainability. Je crois qu'on a commencé presque. Et on l'a commencé, mais on va accueillir Juliette dans cette émission. Donc, je le disais en introduction tout à l'heure, 40 nuances de Next et Feuille Blanche, on est partenaire des Talents Awards de France Digital. Et France Digital, que tu connais très bien, Olivier. Absolument, j'en étais le président pendant de nombreuses années. Exactement. A eu cette brillante idée de dire que, oui, on parle souvent des boîtes et des CEO de la tech, mais derrière ces CEO, il y a des équipes et des talents. Et il y a différentes catégories dans ces Talent Awards. Et vous, Foodles, vous avez gagné la catégorie Sustainability cette année. Et on a la chance d'avoir dans notre studio aujourd'hui avec toi, Mickaël, Juliette Delannoy. Juliette, tu es responsable RSE. C'est ça. Et tu as grandement participé à ce talent récolté, gagné. C'est ça. Donc, moi, en tant que responsable RSE, je suis un peu le fer de lance de cette démarche chez Foodles, mais je ne suis pas du tout non plus toute seule. On est vraiment tous les collaborateurs qui participent à cette démarche-là. Mais en tout cas, un plaisir d'avoir gagné ce prix qui récompense toute notre démarche RSE finalement. Et est-ce que la démarche durabilité fait partie, c'est une question pour vous deux d'ailleurs, est-ce qu'elle fait partie de la culture et du coup de ce qu'on appelle parfois l'attractivité de la marque employeur? Est-ce que ça soude les employés ensemble? Parce qu'il y a plein de métiers différents, plus de différents niveaux, avec différents salaires, etc. Donc il y a besoin, j'imagine, d'un ciment. Est-ce que ça en fait partie? Ou c'est quelque chose que vous traitez un peu à part? Oui, ça en fait partie. Je dirais qu'elle a été en deux temps. On a été d'abord intéressé par l'impact sociétal qu'on a, notamment à travers le recrutement des livreurs en CDI. En CDI, pardon. Et je pense que la démarche environnementale est venue dans un second temps. Alors, Juliette, en préparant cette émission, tu nous disais qu'il y avait 4 piliers. Tu peux nous en parler ? Oui, c'est ça. En fait, c'est 4 piliers qui découlent de notre mission dont Mickaël a parlé. Donc, le premier, c'est défendre. C'est tout ce qui va toucher... Excuse-moi, avant de faire les 4 piliers, est-ce que tu peux nous rappeler la mission? Comment est-ce qu'elle est formulée? Oui, c'est rendre accessible au plus grand nombre de salariés une offre de restauration d'entreprise innovante, sociale et durable. Et donc, du coup, pour atteindre cette mission, on a 4 piliers. Le premier étant défendre. Donc, ça va toucher à toute l'alimentation. Donc, où est-ce qu'on achète nos ingrédients? Comment on conçoit nos cartes? À qui on achète? Voilà, toute la food. Ensuite, on va avoir réduire. Donc ça va être tout le reste des impacts environnementaux. Donc les transports, les déchets, l'énergie, la logistique. Ensuite, il y a s'engager. Donc ça, c'est un peu j'aime bien dire que c'est un peu le pilier fondateur de Foodles, puisqu'on parle de CDI, on parle de réinsertion, on parle de bien-être des collaborateurs. Et enfin, le dernier pilier, c'est valoriser. Donc des associations auprès de nos convives, donc nos clients B2C et des collaborateurs, avec des actions de dons alimentaires et aussi en interne, puisque chaque collaborateur Foodles a accès à 2 journées association par an, où au lieu de venir au travail, il peut aller donner du temps à des assos. Donc, ouais. Et ça, c'est toujours lié à l'alimentation? Les associations, c'est dans le cadre de la question alimentaire? Pas forcément. C'est au choix du collaborateur. Donc nous, on propose des actions, notamment avec le Secours Populaire, puisqu'on est mécène. On a participé au Téléthon aussi. Donc là, c'est quand même très axé food, puisqu'on a fait aussi des dons alimentaires. Mais s'ils veulent aller, par exemple, il y a une collaboratrice qui est allée donner du temps à des mères qui viennent avec leurs enfants, les occuper les mercredis, etc. Donc des assos un peu de quartier comme ça, c'est possible aussi. Yeah. Tu parlais dans un des piliers d'initiatives anti-gaspi. Hier, exactement là où tu es assise, j'étais avec Lucie Bache de Too Good To Go, où on a parlé de son aventure et de la Climate House, qui a quelques pas d'ici. C'est quoi vos initiatives? Quelles sont vos initiatives sur la partie justement anti-gaspi, zéro déchet? Alors, je dirais qu'on en a 3 principales. La première se passe en amont, puisque, comme Mickaël en a parlé, on a beaucoup de tech. Donc, on est capable de dire en temps réel ce qui va se périmer dans les frigos de nos clients. Et donc, tous ces plats qui se périment le jour même, on les met en promotion. Donc, nous, on appelle ça les daily promos. Donc, c'est moins 30% sur les plats en semaine et moins 50% le vendredi sur tout ce qui va se périmer le week-end. Donc, les collaborateurs des entreprises clientes peuvent acheter des plats à moindre coût pour ramener chez eux. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, on a tout ce qui va être l'approvisionnement, puisque toujours basé sur la tech. On approvisionne nos frigos au plus juste selon les entreprises. Donc pareil, ça permet de ne pas trop approvisionner
les frigos où on sait qu'il y a moins de consommation, par exemple. Donc du coup, là, il y avoir des analyses de data, des flux qui peuvent prendre en compte la saisonnalité, le jour de la semaine, évidemment le nombre d'employés, enfin un certain nombre de choses comme ça, j'imagine les jours fériés, etc. Oui, c'est ça. En fait, quand on lance un client, on remplit le frigo à fond pendant 3 semaines, 1 mois, et notre algorithme apprend les consommations du client et ensuite les adapte selon... si c'est une entreprise où le mercredi il y a beaucoup de télétravail, le frigo sera moins approvisionné les mercredis. Est-ce que ça fonctionne que sur les quantités au global ou ça ajuste aussi finalement l'assortiment qui va être proposé, qui j'imagine peut permettre d'avoir une meilleure vente quotidienne? Alors à date, c'est surtout les quantités, mais on est en train de travailler sur des modèles pour personnaliser plus le frigo, pour encore aller plus loin dans cette démarche. Parce que quand on parlait de personnalisation, parce que je pense qu'il y a un point avec ce sujet anti-gaspi, je me demandais si c'était aussi adapté en fonction des régions. Parce évidemment, on a parlé de Londres et de Bruxelles, mais j'imagine que même entre le sud de la France et le nord de la France, les gens ne mangent pas forcément la même chose. Donc, est-ce que vous vous moyennisez ou est-ce que vous personnalisez? En fait, on envoie des quantités dans nos hubs qui, elles, en amont, vont être faites en fonction de la saisonnalité. C'est-à-dire que quand on va avoir, pour être un peu plus clair, quand on va avoir des plats froids, en ce moment, on va en envoyer plus dans notre hub de Marseille. Et ensuite, le dispatch, sur la base de ces stocks, va répartir au mieux les quantités chez nos clients. Moins de choucroute à Marseille. Voilà. Mais dans une même région, c'est le même assortiment. Après, ça se fait pas forcément. Dans une même région, c'est le même assortiment. D'accord. Et vous faites quoi des invendus? Alors, les invendus, donc, qui sont... Alors, on va dire qu'on a les invendus périmés et les invendus non périmés. Donc, pour tout ce qui est périmé, donc le livreur, quand il approvisionne les frigos le matin, il récupère les périmés, c'est ramené à nos hubs et c'est envoyé en méthanisation. Et tous les invendus non périmés, donc pour l'instant, ça part que de nos hubs, ça peut être des surstocks. Par exemple, on a commandé des bœufs carottes et on a reçu que des carottes, des erreurs comme ça, qui font qu'on ne peut pas les mettre en vente. Tout ça, c'est donné à des associations. Donc, chacun de nos hubs a des partenariats locaux avec des assos de la région. Et on aimerait aussi mettre en place le don depuis les frigos des clients, puisque finalement, c'est là que beaucoup de places périment. Donc, on est en train de lever les dernières barrières juridiques, logistiques, chaîne du froid, pour mettre ça en place. Par ailleurs, j'ai compris que vous étiez entreprise à mission, que vous avez une raison d'être et que vous êtes Bicorp. Est-ce qu'on peut se faire un petit point juste pédagogique? Tout le monde a un peu entendu parler de ces concepts, mais finalement, quelle est la recommandation? Pourquoi est-ce que vous faites tout? Et est-ce qu'il y a des choses à dire aux entrepreneurs sur les exigences, les contraintes ou la complexité de pouvoir être tout ça à la fois et pouvoir du coup être à la hauteur des enjeux de durabilité? Alors, l'entreprise à mission, c'est un statut juridique en fait, qui impose d'ajouter une mission dans les statuts de l'entreprise. Et ça impose aussi d'avoir en interne un comité de mission et de publier un rapport de mission chaque année qui est audité 1 année sur 2. Donc, c'est une démarche assez volontariste. Les audits sont beaucoup dans l'accompagnement. L'idée, c'est vraiment de faire mieux en s'appuyant sur un comité en interne. Bicorp, c'est une certification. Est-ce que ça oblige, excuse-moi du coup pour bien comprendre, est-ce que ça oblige d'avoir des indicateurs précis qui sont liés à la mission ou est-ce que c'est plutôt qualitatif? Enfin, en gros, est-ce que c'est plutôt quantitatif ou qualitatif ou les deux? Eh ben, c'est au choix de l'entreprise. Donc, en fait, il y a la mission, les 4 objectifs statutaires. Enfin, 4 en l'occurrence, nous on en a 4, mais il peut y en avoir plus. Et l'idée, c'est que le comité de mission s'assure que l'entreprise va dans le sens de ces 4 piliers et de cette mission. Donc, ça peut être via des indicateurs quanti, quali. Ça, c'est l'entreprise qui décide. Et du coup, Bicorp, donc c'est une certification. Donc où il faut déposer un questionnaire qui est ensuite audité et il faut avoir un certain nombre de points pour avoir la certification. Donc c'est plutôt costaud, le questionnaire est très très large. C'est combien de questions? Il faut avoir combien? Alors ça dépend c'est adapté selon la taille de l'entreprise et le secteur, mais il faut avoir minimum 80 points. Et là ils sont en train de refaire les standards, donc ce sera a priori plus un nombre de points, mais des exigences minimales par catégorie. Par exemple, sur le climat, il faudra avoir une stratégie de décarbonation. Sinon, c'est Bicorp. Ouais, voilà. Okay. Et j'ai compris aussi que quand on était Bicorp, c'est pas acquis pour la vie. Enfin, il faut re-remplir le questionnaire pour revalider régulièrement. C'est ça, c'est à refaire tous les 3 ans. Donc nous, ce sera à l'été 2026, le prochain audit. Et qu'est-ce qui vous a décidé à demander cette labellisation? Je dirais que l'objectif de notre démarche de certification, c'est aussi de montrer à nos clients et à nos collaborateurs de manière tangible, en fait, nos actions. Et de pas dire, on fait ça, on va mieux faire ça, on fait un peu moins de gaspillage alimentaire. Et ça récompense aussi tout le travail qui est fait par l'intégralité de nos équipes. C'est un peu ça qui nous pousse, en tout cas, à aller chercher les certifications qu'on a à date et de nouvelles certifications demain.
Et juste toujours dans le côté un peu pédagogique pour vulgariser tout cet univers de la durabilité, donc vous avez aussi la raison d'être. Et quelle est la différence entre raison d'être et mission ? Ça, c'est la même chose. C'est des termes différents. Et pour revenir peut-être sur la complémentarité entreprise à mission B Corp, finalement, c'est assez lié puisque dans le questionnaire B Corp, on gagne des points si on est entreprise à mission. Et finalement, ça fait sens parce que B Corp, c'est vachement dans les parties prenantes internes, externes. Donc la mission permet d'embarquer nos parties prenantes internes, qui sont nos collaborateurs. Donc dans le B Corp, de mémoire, juste pour rappeler à tout le monde, il y a aussi les enjeux sociaux. C'était par exemple la question des rémunérations, des salaires, des écarts de salaire, des choses comme ça, n'est-ce pas ? Ouais, c'est ça. C'est social, environnemental, gouvernance, client, consommateur. Et dans le social, il y a des questions de mixité, diversité qui sont prises en compte ? Ouais, de diversité, inclusion, de réinsertion, de politique handicap. Petite question géopolitique, comme B Corp c'est américain, est-ce qu'on pense que avec les élections actuelles et ce qui se passe en termes de diversité, ça peut être quelque chose qui est remis en cause ? Est-ce que ça peut fragiliser cette labellisation ? Je pense pas, je pense que c'est assez reconnu, c'est en tout cas, maintenant. C'est international. Et d'ailleurs, en tout cas, c'est plutôt une opportunité d'avoir une norme européenne qui récompense et qui valorise en tout cas les entreprises qui ont ce type de démarche. En gardant le label B Corp, qui lui est quand même américain, ou où on peut continuer de travailler comme ça À date, en tout cas, c'est le label le plus complet. Comme l'a dit Juliette, il y a vraiment différents, que ce soit la gouvernance, que ce soit les impacts sur le climat. Donc c'est vraiment, en tout cas, le label le plus complet qu'on ait trouvé à date pour valoriser notre démarche. Très clair. Je crois qu'hier, vous étiez tous les deux à la CEC. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, ce que vous y faites, pourquoi ? La Convention des entreprises pour le climat. Merci pour la traduction. Alors, la Convention des entreprises pour le climat organise des parcours de formation, on peut même dire de transformation, je pense. Donc, ils sont faits en binôme, donc un CEO et un Planet Champion. Donc, en l'occurrence, c'est Michael et moi qui sommes les représentants de Donc, tu es Planet Champion en plus sur ton LinkedIn. Je suis Planet Champion. Et donc, l'idée, c'est que c'est des sessions de 2 ou 3 jours de formation, tous les mois et demi à peu près. Et donc, on a de la session 1 à la session 6. L'idée, c'est d'abord faire un constat des enjeux actuels, puis d'aller jusqu'à notre feuille de route régénérative. Donc, l'idée, c'est pas seulement de se dire on va réduire notre impact, donc environnemental, social, etc., mais aussi générer du positif. Et donc, on travaille sur cette feuille de route sur à peu près 10 mois, du coup. Et vous avez postulé pour y participer ? On est venu vous chercher, ça se passe comment ? Je crois que c'est un de nos fonds qui nous en a parlé, puisqu'il avait une participation qui avait fait la CEC, qui avait trouvé ça génial. Donc, on a commencé à regarder et on a postulé. Donc, nous, on fait le parcours agri-agro. Donc, il n'y a que des entreprises de cet écosystème, mais il y a aussi des parcours territoriaux. Il y a un parcours finance, un parcours conseil, je crois. Et qui finance la CEC, d'ailleurs ? Je me repose la question. Est-ce qu'il y a des fonds publics ? C'est une association, je crois, mais... Oui, c'est une association. Alors, je ne sais pas qui les finance, mais en tout cas, nous, on a participé au parcours sous forme de dons. Chaque entreprise qui participe à ce parcours finance son parcours. D'accord. Son parcours. Exactement. Ok. Top, bravo de faire tout ça. Et dans les démarches, est-ce que, à travers de ce que vous faites pour la CEC ou dans la labellisation, est-ce que vous avez identifié des pistes d'amélioration ? Même si vous êtes déjà une entreprise très engagée, très labellisée et très, en quelque sorte, sincère dans sa démarche, et ça s'entend à vos voix et à votre passion autour de ces questions-là. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dans une sorte de roadmap sustainability, durabilité, qui permettrait de voir comment on peut encore s'améliorer ? Moi, c'est une de mes préoccupations avec le fonds 2050, c'est de dire, on investit dans des entreprises qui ont déjà un impact en quelque sorte, mais on cherche aussi à le maximiser avec la croissance pour pas que ça devienne une sorte de tension entre croissance financière et impact extra-financier. Le travail, il est en cours parce que c'est vraiment au bout de la 6e session qu'on aura un peu cette roadmap globale avec ce cap à 10 ans. Mais en tout cas, je pense qu'on a identifié 4 leviers sur lesquels on doit faire mieux. Il y a tout un levier qui est lié à la production et la distribution. Donc là, on en parlait, ça va être l'impact du choix des matières premières qu'on va sélectionner et essayer aussi d'avoir une stratégie un peu plus au niveau des territoires dans nos approvisionnements. Il y a tout un axe qui va être lié au gaspillage alimentaire. Est-ce que dans les territoires, c'est pour un impact social ou c'est aussi pour réduire les distances et avoir moins d'émissions carbone ? D'accord. Les deux. Un autre axe, ça va être vraiment le gaspillage alimentaire.
Aujourd'hui, on a quand même des taux qui sont plus faibles que les acteurs de restauration d'entreprise traditionnels, mais on ne doit pas se satisfaire de ce faible taux. On doit toujours faire mieux. Et je pense qu'il y a pas mal d'idées, d'initiatives qui doivent être engagées par Foodles pour continuer à réduire ce taux. Le troisième, c'est sur la partie des déchets. Là aussi, je pense que notre service au global génère du déchet. Comment on arrive à faire en sorte de mettre du réutilisable là où ça fait du sens, que ce soit au niveau de la production ou que ce soit au niveau de la distribution. Et le dernier, on en parlait au début de cette émission, c'est sur les aspects du partage de la valeur. Comment avoir en tout cas un modèle économique, une gouvernance, une entreprise qui arrive à avoir un système qui est juste du partage de la valeur avec l'intégralité de ses parties prenantes, que ce soit interne et externe. Donc en gros, c'est les 4 leviers qu'on a identifiés et c'est tout frais d'hier. Et ensuite, voilà, il va falloir qu'on arrive à apporter un peu plus de matérialisation sur comment on va réussir à activer ces 4 leviers. Il va falloir revenir pour nous raconter cette partie-là. Exactement. Juste en t'écoutant sur les déchets, je me souviens d'une start-up dont j'ai oublié le nom il y a quelques années, qui avait un système de frigo, mais qui mettait ça dans des contenants en verre. Donc c'était aussi très compliqué pour la logistique retour, je me souviens à l'époque. Vous, les contenants, c'est des plats et c'est dans quoi ? Nos contenants aujourd'hui, c'est de la bagasse. Je laisserai Juliette expliquer un peu le procédé de fabrication, mais c'est globalement ce qui est de plus neutre, ou en tout cas ce qui a le moins d'impact aujourd'hui sur le climat et sur l'environnement au sens large. On avait fait des tests en toute transparence sur le verre, et en fait on a fait ce qu'on appelle une ACV, une analyse du cycle de vie, pour regarder les émissions globalement du contenant dans sa chaîne de vie. Et le verre, en fait, on l'a exclu pour 2 raisons. Un, on avait des taux de retour qui étaient beaucoup trop bas. Ah oui, les gens les remettaient pas. Donc exactement. Donc c'est-à-dire que entre l'énergie pour fabriquer et l'énergie pour recycler, on s'y retrouvait pas du tout, mais pas du tout. Et ensuite, on a eu des sujets de sécurité alimentaire. En fait, quand il y a du bris de verre et que tu as du bris de verre dans le truc, pour nous, le verre, ça a été un peu... Donc, on fera plus de verre. Et on cherche aujourd'hui quelle typologie de contenant on pourrait utiliser pour justement mettre en place cette boucle de réemploi. Tu veux nous faire un petit laïus sur... J'ai pas retenu... Non. La bagasse. La bagasse, pardon. C'est un matériau, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, c'est de la pulpe de canne, broyée et comprimée. Donc, dans les industries du sucre de canne, on récupère le jus pour faire du sucre. Ouais. Et après, il y a toutes les fibres, finalement, qui sont un coproduit. Et donc, nous, on les utilise pour broyer et mettre dans un moule pour faire des contenants. Super. Et du coup, ces contenants sont facilement recyclables, c'est ça ? Enfin, jetables, recyclables, etc. Oui, c'est ça. C'est recyclable via la filière papier-carton, puisque c'est des fibres végétales, donc ça passe dans cette filière. Parfait, ça me semble clean. Ça me semble pas être du C'est bon, tu donnes ton tampon ? Carrément. Merci Juliette d'être passée au studio et d'être venue partager ce moment avec nous et nous expliquer votre politique RSE. Et encore bravo pour ce Talent Award. Merci beaucoup. Félicitations. Alors, on revient dans le cours normal de cette émission. Avant de passer à la deuxième partie, j'aurais aimé savoir, Mickaël, à quoi tu ne t'attendais pas dans cette aventure ? En toute transparence, je ne m'attendais pas à ce que Foodles ait cette taille, ou en tout cas, j'espérais que Foodles devienne aussi gros qu'elle l'est aujourd'hui, mais je pense que je ne maîtrisais pas, je ne comprenais pas toutes les implications que ça allait avoir. Je crois que c'est la transition parfaite avec cette question surprise. Un message. Salut Mickaël, c'est Clément. Est-ce que tu penses qu'un jour Foodles sera en mesure de racheter Sodexo ? Donc c'est Clément, ton associé, Clément Bonhomme, qui te demande si un jour Foodles sera en mesure de racheter Sodexo. Écoute, je pense que quand on est entrepreneur, en tout cas, il y a une partie de nous qui rêve. Donc j'ai envie de te dire qu'il faut continuer de rêver. Donc pourquoi pas ? Bon, Clément, tiens-toi prêt. Mais du coup, plus sérieusement, est-ce que vous avez, et je ne sais pas dans quelle mesure tu veux en parler, mais est-ce que vous avez aussi une stratégie d'exit pour vous, en termes donc d'actionnaires ? Et finalement, parce qu'on a des entrepreneurs qui pourraient... Enfin, je trouve que c'est une très bonne question dans le sens où on pourrait dire, est-ce que vous auriez envie d'être racheté par Sodexo, parce que c'est une façon de faire un exit, ou au contraire, vous êtes là pour durer très très longtemps, et donc pourquoi pas racheter Sodexo, mais évidemment, ça prend un peu plus de temps. Je pense qu'avec Clément, c'est même pas je pense d'ailleurs, je sais qu'on est aligné là-dessus, on a quand même envie de faire de Foodles un champion à l'échelle de l'Europe, en tout cas sur ce nouveau mode de restauration. Et après à nous de trouver les bons partenaires
pour atteindre cette ambition? Est-ce que c'est des partenaires financiers comme on a eu jusqu'à maintenant, ou est-ce que c'est le fait de s'adosser demain à un Sodexo, un Elior, un Compass, qui ont déjà des filiales dans l'intégralité des pays européens, sur lequel Foodles en fait pourrait devenir toute une offre sur justement le marché des 20 couverts jour jusqu'à 300 repas jour. Donc aujourd'hui, et je pense que c'est ce qui a fait la force de Foodles, il faut toujours rester à l'écoute des opportunités. Donc quand on a des Sodexo qui viennent nous voir, en fait on dit toujours oui et on ne ferme aucune porte. Et quand ils viennent vous voir aujourd'hui, c'est pour essayer de comprendre ce que vous faites, ou c'est pour potentiellement aussi, indépendamment potentiellement de vous acheter, mais est-ce qu'il y a des partenariats business aussi, ou des choses qui permettent d'être complémentaires, peut-être sur des tailles d'entreprise, ou peut-être des régions, ou d'autres catégories, sous-catégories du marché, si on le décompose? Et je dirais qu'il y a 2-3 ans, c'était pour comprendre ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, c'est dans l'optique de faire des partenariats. Par exemple, quand on va répondre à un gros appel d'offres, l'appel d'offres, je sais pas, La Poste par exemple, de Orange, ils vont avoir plein de sites, ils vont avoir des gros sites qui vont faire 1000 repas par jour, ils vont aussi avoir plein de bureaux dans différents départements ou différentes géographies en France, dans lesquelles vraiment Foodles est la bonne solution pour restaurer leurs collaborateurs. Vous pouvez faire une réponse à un appel d'offres synchronisé avec un Sodexo ou autre, exactement, avec une sorte de maillage complémentaire. Exactement. Hyper smart. Et dans la roadmap, les prochains pays à avoir Foodles, c'est qui? Il n'y a pas de prochain pays qui a été décidé. En tout cas, on reste assez concentré sur Londres. Londres, ça fait que 2 ans qu'on y est. D'accord. On est vraiment sur un produit B2B avec des cycles de vente qui sont longs. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que le cycle de vente de Foodles, c'est à peu près entre 6 et 9 mois. Donc on s'est installé à Londres il y a 2 ans, donc aujourd'hui on a 20-25 clients. C'est trop peu aujourd'hui pour dire que Londres et l'Angleterre est une réussite, donc on préfère se dire ok, on reste focus entre guillemets sur Londres, on en fait une réussite et ensuite on verra. Très bien. Parce que c'est notre projet! Alors, si on a une baguette magique et que demain matin, Mickaël, tu es président de la République française, quelle serait la première mesure que tu prendrais et pourquoi? Il faut que je prenne un air grave. Tu peux. Ça peut être fun aussi. Non, la première mesure que je prendrais, c'est la généralisation du Nutri-Score et d'un équivalent sur le climat. Il y a eu pas mal de débats en ce moment justement sur le Nutri-Score. Je trouve ça dingue que c'est à la main des industriels ou des boîtes de l'agroalimentaire de choisir de mettre cette information pour le conso ou non. Et ce que j'ai particulièrement pas apprécié, en tout cas dans tous ces débats, c'est qu'on voit qu'il y a quand même tout autour un système de lobby et que l'objectif de ces lobbies, c'est vraiment dans les intérêts financiers de ces boîtes agro qui va à l'encontre des intérêts de la santé des consommateurs. Donc c'est un peu ça qui est dommage, et je trouve que tout cet argent, on devrait finalement le mettre à éduquer le consommateur pour lui dire ce que veut dire en fait un E dans le Nutri-Score. J'aime le chocolat, je vais continuer à manger du chocolat. Le chocolat c'est E, c'est pas grave, c'est pas parce que c'est E que je vais arrêter d'en manger, c'est juste qu'il faut adapter sa consommation en fonction, et il ne faut pas manger que du chocolat. Voilà, que du E, exactement. Et quel est l'état de la réglementation actuelle? Quel est, par rapport au Nutri-Score, quel est le statu quo en ce moment Alors, il y a eu... Qu'est-ce qui est obligatoire, pas obligatoire, etc. Il n'est pas obligatoire aujourd'hui pour une boîte agroalimentaire de mettre... Il n'est pas du tout obligatoire, sur aucune catégorie de produits. Je pensais qu'il y avait en partie une obligation. C'est à la main. En revanche, une fois que l'entreprise agroalimentaire a décidé de mettre le Nutri-Score, elle doit le faire sur l'intégralité de ses produits. D'accord. Mais ça reste à la main. D'accord. Ce qui est dommage, parce que c'est vraiment une information qui vous la mettez sur vos neutre. Produits? Nous, on la met sur nos produits, exactement. Et du coup, on a aussi une stratégie de... Alors, globalement, la réglementation, elle évolue et il va être plus difficile d'avoir des AB qu'il n'était auparavant. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, le Nutri-Score a du bon parce qu'il y a beaucoup d'acteurs industriels qui ont revu certaines formulations de leurs produits pour aller plus vers du A. Et nous, on a aussi une stratégie dans nos menus d'équilibrer, entre guillemets, tous les produits qu'on propose entre du A et du E. On continuera à faire de la mousse au chocolat. Si on veut que la mousse au chocolat, elle soit gourmande, et c'est ce qu'on souhaite aussi, elle restera E. Mais en revanche, voilà, il faut qu'on arrive à balancer ce produit-là en mettant un produit qui soit en tout cas peut-être plus sain. Est-ce que vous vous réunissez entre acteurs de la food et food tech, mais pas que ça ne concerne pas que la food tech, pour justement essayer à votre niveau d'avoir ces actions de lobby dont tu parlais auprès de pouvoirs publics, etc. Trop peu aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment un axe, notamment avec France Digital, qu'on devrait activer. C'est vraiment la force du collectif. C'est d'ailleurs le credo de France
digitale. Et nous, Foodles dans le coin, c'est vrai qu'on n'a pas en tout cas le poids. Il faudrait qu'on s'appuie sur des associations. On pourrait en reparler avec, j'imagine, on va faire une réunion spéciale là-dessus, parce que nous, avec 2050, on est dans OMI, que tu as dû rencontrer à la CEC, qui était également avec vous à Tullin, je crois, dans la région Rhône-Alpes. On est aussi investisseur dans Benebono, qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc on est toutes ces entreprises-là, vous partagez un même ADN. Évidemment, vous voulez gagner de l'argent, mais aussi le faire bien, en respect de l'environnement et de la santé des consommateurs et de l'impact sociétal. Et du coup, je me posais la question de est-ce que toi, à titre individuel, du coup, si c'est pas très bien synchronisé, est-ce que vous le faites à titre individuel, de participer aux réflexions sur le bio, ou sur on parle beaucoup de Planet Score aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui se détachent aujourd'hui, ou des sujets que tu aurais à pousser en deuxième recommandation si tu étais président après le Nutri-Score? C'est ce que je dis. Je pense qu'il faudrait aussi un équivalent sur le climat. Ah, quand tu dis sur le climat. Exactement. Et sur le climat, c'est pas uniquement le carbone. Il faudrait aussi regarder l'eau, la biodiversité. Exactement. Et à mon sens, ça devrait, et moi, président, en tout cas, je le rendrais obligatoire pour toutes les entreprises agroalimentaires d'imposer le fait d'éduquer et de mettre sur les packaging le Nutri-Score et un équivalent. Et le Planet Score, c'est bien ou pas? J'ai vu qu'il existait. Je connais pas suffisamment pour donner mon avis. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous? C'est le moment canap'. Tu t'imaginais entrepreneur? J'ai toujours voulu entreprendre. Je n'imaginais pas que ça allait arriver aussitôt. T'avais des modèles autour de toi, ou comment tu savais que tu voulais être entrepreneur? J'avais des modèles. Mon père est entrepreneur. Ça a été un peu le modèle, mais la manière dont il l'a fait, c'est qu'il s'est d'abord inspiré de la vie active avant de devenir entrepreneur. Et donc, schématiquement... Tu t'es dit, je vais faire la même chose. Exactement. Et finalement, j'ai eu une opportunité à l'école. J'ai travaillé sur un projet d'entrepreneuriat. J'ai monté une première boîte qui a été un échec dans le service à la personne. Quand tu étais encore étudiant ou après? Juste après. D'accord. Ça s'appelait Humain en plus, qui était un échec qui a duré 1 an. Et ensuite, j'ai monté ce qui, à l'époque, s'appelait, comme tu l'as rappelé, Olivier, la boîte à Anka. J'ai rencontré Clément et en fait, on a matché nos deux visions, à la fois food et B2B, sachant que lui aussi avait monté une entreprise précédemment qu'il avait plantée dans le B2C, moi aussi dans le B2C. Donc, on s'est dit, OK, il y a un truc là qui accroche sur comment on arrive à monter une boîte dans le B2B. Et est-ce que tu peux dire comment vous êtes rencontrés? C'est souvent un sujet qu'on entend dans les dîners en ville de la French Tech de France Digital, mais je cherche un cofondateur, comment le trouver, etc. Exactement. Alors, on s'est rencontrés via une plateforme qui mettait en relation des entrepreneurs. Qui s'appelle comment? Alors, à l'époque, ça s'appelait Ignition Programme. Ah, je connaissais pas. Ignition Programme, en fait, c'est devenu Ignition Programme, d'accord. Sauf qu'à l'époque, ils avaient un produit. Parce qu'il y avait une dimension un peu accélérateur, c'est ça aussi? Enfin, ou incubation, accélération, non? Je ne sais plus, mais ils avaient vraiment en tout cas un produit où en fait, ils accompagnaient des entrepreneurs pour recruter leurs associés. C'était vraiment une de leurs spécialités. Je ne sais plus s'ils le font encore aujourd'hui. Ils nous ont mis en lien. Je me rappelle, effectivement, on avait rencontré ces gens. Ouais, et ensuite, on a matché, on avait des amis en commun. Donc, en fait, il y avait pas mal de choses qui nous ont rassurés l'un et l'autre. Et qu'est-ce que vous avez appris chacun du plantage de la première boîte, à part de ne pas faire du B2C, mais d'aller dans du B2B? Je pense que l'analyse du marché qu'on a eu sur la restauration d'entreprise et cette prise de recul, en fait, c'est vraiment un apprentissage de nos plantages où avant, on avait chacun une idée bien en tête. On s'est fait, allez, on y va, on fonce. Et en fait, on s'est tous les deux réveillés 8 mois ou 1 an plus tard en disant, en fait, là, on va dans le mur, ça va pas. Et donc, on a réussi, en tout cas, à bien analyser les forces, les faiblesses du modèle actuel. Et on a travaillé, j'ai envie de dire, un peu plus sérieusement l'angle d'attaque de Foodles. Et vous aviez déjà tous les deux l'envie de bosser sur un sujet restauration? Enfin, il y avait un des deux qui avait déjà cette idée-là, ou plutôt vous vous êtes dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Et c'est sur ce marché que vous avez vu qu'il y avait une opportunité. Lui, Clément, sa précédente entreprise était déjà dans l'univers food. Et je pense qu'on a vraiment une appétence et un attrait, en tout cas, pour ces univers-là. Donc, c'est un peu ce qui nous a réunis. Il y en a un qui aimait bien cuisiner, l'autre qui aimait bien manger. On s'est dit, ça va marcher. Exactement. C'est un peu Michel et Augustin version... Exactement. C'est vrai que ma formation d'ingé, c'était pas forcément là-dedans, mais aujourd'hui, j'y suis très content. Et lui, il a quelle formation? Formation commerce. D'accord. Et moi, je m'intéresse quand même beaucoup à d'un point de vue psychologique, justement, on est là en ce moment dans la période, le moment du podcast qui est un peu plus perso, et dans les ressorts psychologiques qui font que ça a matché. Est-ce que tu trouves que dans la durée, ça s'est confirmé? Donc, est-ce que vous êtes en gros plutôt complémentaires? On peut parler comme d'un couple, hein, on parle de rencontres et puis après de s'installer dans la durée. Et parfois, il y a des gens qui sont très complémentaires et ça fonctionne bien. Il y a aussi des gens qui sont au contraire
moins complémentaires, un peu plus pareils, enfin un peu comme des jumeaux d'une certaine manière, mais ça peut être aussi une façon qui fonctionne de se conforter dans les prises de décision. Est-ce que tu pourrais qualifier votre tandem ? Je pense qu'on a mis beaucoup de temps à comprendre comment on fonctionnait chacun, et on a mis beaucoup de temps aussi à mettre en place ce qui est un peu, on va dire, notre pacte interne, qui fait qu'on arrive bien à travailler l'un envers l'autre. Et je dirais que quand Clément m'a rejoint, on était deux, et on touchait à tout. C'est-à-dire on faisait tout à deux, et il n'y avait pas clairement de responsabilité. Et en fait, au bout de 3 ans, là, on s'est dit, ok, là, ça va pas. En fait, un moment, moi, je dis A, toi, demain, tu savais pas que j'avais dit A, donc tu dis B. Donc, en fait, on se décrédibilise pour les équipes. Il y a vraiment un truc qui va pas. Il va falloir qu'on se répartisse très clairement les rôles et responsabilités de chacun dans l'entreprise. Et va aussi falloir qu'on soit fort sur le fait que on respecte. Donc, ça veut dire qu'on fait confiance l'un à l'autre aussi, exactement. pour pas faire de l'intervention ou de l'ingérence. Ce qui veut dire que moi, quand j'ai mon avis à donner qui est pas le même que le sien, et je pense que c'est vraiment nos différences et les discussions qui ont fait ce qu'est Foodles aujourd'hui, donc ça a vraiment beaucoup de richesse. En revanche, à un moment ou à un autre, je vais lui donner mon avis sur une partie du scope de la boîte dont il est le responsable. On débat, mais si à la fin, c'est lui qui tranche, et derrière, avec les collaborateurs, avec le COMEX, on essaye, dans la mesure du possible, c'est vraiment clé, d'être très aligné, de respecter les décisions de chacun. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui nous a aidé. Est-ce que votre répartition des rôles, elle est finalement un peu semblable à vos parcours école de commerce, ingénieur, ou après, au fur et à mesure des années, il y a aussi peut-être des talents ou des envies qui se sont éloignés de vos formations du départ? Elle n'a pas bougé depuis l'entreprise a 10 ans. On a fait un peu cette répartition il y a 7 ans, et depuis, elle n'a pas bougé. Et ça dépendait, on va dire, en effet, du parcours de formation. Oui, forcément. Moi, j'ai envie de dire que tout ce qui va être lié aux opérations au sens large, donc tout ce qui est fabrication alimentaire et logistique, c'est plutôt dans ma coupe, alors que tous les sujets qui sont liés au business sont plutôt dans le sien. Et après, moi, j'aime bien les chiffres. Je suis cartésien, donc j'ai pris aussi un peu plus finance, et les sujets RH, c'est des sujets aussi qui m'intéressent, d'où les sujets sur le partage de la valeur, où je trouve qu'on pourrait faire beaucoup plus. Et la partie tech, c'était aussi, on va dire, des sujets d'intérêt beaucoup plus forts pour Clément. Est-ce que vous arrivez à parler régulièrement? Excuse-moi, Solène. C'est pas grave, je garde ma question. Est-ce que vous arrivez à reparler régulièrement ou à vous remettre en cause et à vous dire aussi ce qui va pas? Parce que parfois, c'est un sujet dans les couples, d'ailleurs, à la vie, comme dans l'entreprise, où parfois, on se connaît trop bien, où on n'a pas envie de se heurter ou pas avoir de conflit. Est-ce que vous arrivez à bien vous parler toujours et éventuellement donc à adresser les questions? Ou est-ce que ça vient de l'extérieur? Est-ce que vous avez organisé ce système-là, peut-être avec aussi du management autour de vous? Je pense que c'est une des clés de la réussite, c'est de faire en sorte que le binôme fonctionne bien. Donc si on est dans un cas de figure où en fait il y a des non-dits, on n'arrive plus à se faire de feedback, 6 mois, 1 an plus tard, en tout cas moi j'arriverai pas à vivre dans ce type de situation. Donc on se crée entre guillemets des moments privilégiés pour qu'on puisse se faire ces feedbacks. On se voit 1 fois par semaine, on va dire, pour traiter les sujets opérationnels au sens large, les affaires courantes, exactement. Et ensuite, on essaye de se faire un déj à minima 1 fois par trimestre et plutôt 1 fois par mois. Faites des mises au vert ou des... On s'en est déjà fait. Ça fait un petit bout de temps d'ailleurs qu'on s'en est pas fait. Et c'est en sortant, voilà. Exactement. Et vous avez été accompagné par, je sais pas, un mentor, des coachs, des gens qui interviennent, aussi une tierce personne qui quelquefois peut aider à remettre du liant ou poser des sujets qu'on n'arrive pas forcément à poser, ou en tout cas... Le binôme ne s'est pas fait accompagner. Ouais. En revanche, on a chacun, en fait, des mentors ou des personnes dans nos entourages avec qui on échange et qui nous aident globalement aussi à mûrir certaines réflexions et à faire en sorte que ce binôme fonctionne bien. Je vais lancer 2 questions surprises à la suite. Vous avez un message. Hello. Quelle est la leçon de leadership la plus importante que tu as apprise en gérant notre famille? Quelle qualité as-tu développée grâce à l'entrepreneuriat qui t'a paradoxalement rendu meilleur dans notre vie de famille? Tu peux nous dire qui c'est? C'est ma femme. C'est ta femme qui a posé ces questions. Clémence. La première, je dirais l'exemplarité. Ouais. Qui est vraiment aussi et qui est aussi assez difficile. Je dirais l'exemplarité dans l'attitude.
C'est-à-dire que c'est normal d'avoir des coups de moins bien, c'est normal d'un moment de prendre un petit bout de sa vie perso au travail parce qu'il nous est arrivé une petite bricole. Et en tant que dirigeant, en tout cas, il faut, enfin, s'il y en a un qui doit avoir la niaque le matin et qui doit arriver avec le sourire et mettre la banane à tout le monde, c'est bien lui. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas, enfin, c'est une leçon de leadership que j'ai appris aussi en famille et que j'essaye, en tout cas, d'appliquer au boulot. Et la deuxième, c'est quelle qualité t'as développée qui t'a paradoxalement rendu meilleure dans notre vie de famille? Dans l'autre sens. Je pense une qualité d'écoute que je n'avais pas forcément auparavant. Je suis très... j'avais mes idées, c'était comme ça, on y va. Et le fait aujourd'hui d'être 550 personnes, d'avoir aussi une diversité des métiers, hein, ça va du commis de cuisine au livreur, au développeur tech, au sales, et c'est vraiment ce qui fait la richesse de Foodles. J'ai vraiment appris en tout cas l'écoute pour essayer de comprendre les besoins de chacun, essayer de comprendre la direction dans laquelle on doit aller. Et est-ce que du coup l'équilibre, comme on dit, work-life balance pour les dans le sens de ta femme, est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile à maintenir ou pas? Parce qu'on sait que souvent les entrepreneurs, ils sont à fond. Parfois il n'y a pas le choix. Enfin, ça peut être une passion a priori qui brûle dès le début, mais il y a aussi des moments plus difficiles qui obligent à parfois travailler peut-être en dehors des horaires ou à sacrifier une partie du temps personnel. Est-ce que ça peut être des sujets compliqués ou pas? Je pense que ça l'a été avant d'avoir des enfants. Je trouve que les enfants, ça permet de cadrer. Il faut aller chercher à 18h, c'est 18h, il n'y a pas de... Et du coup, en fait, ça aide vachement à équilibrer vie pro, vie perso, et ça aide aussi vachement, en tout cas, ça m'a aidé à mieux prioriser, et à se dire, à essayer de distinguer l'important de l'urgent. Est-ce que vous êtes sur également un peu sur la même longueur d'onde avec ton associé là-dessus, dans cet équilibre-là? Oui, je pense qu'on a eu des enfants à la même période et ça nous a aidé en tout cas à rééquilibrer. Mais est-ce que les enfants se connaissent? Les enfants ne se connaissent pas. Enfin, ils se sont croisés à différents événements, mais les enfants ne se connaissent pas. D'accord. Ils ont quel âge, les siens? Les miens, ils ont 4, 2 et un nouveau pour jour. Ah oui, t'es encore bien dans le... Enfin, moi, je suis pas loin aussi, mais je vois bien les nuits courtes, etc. La double énergie du papa entrepreneur. Pour le moment, ça va. Ou de la maman entrepreneur, Olivier. Oui, je rendais hommage à notre invité, mais dans ton cas, c'est évident. Donc, dans cette vie bien remplie d'entrepreneur et de papa, comment tu te ressources? Où tu vas repuiser de l'énergie? C'est quoi tes secrets? Les secrets, j'en ai un qui est pas vraiment un secret, mais je fais pas mal de sport. Ouais. En tout cas, le sport m'aide à souffler, à un peu sortir, à prendre du recul, à décompresser. Donc je fais pas mal de la course à pied, qui est, on va dire, le sport le plus facile parce que tu ne dépends que de toi-même. Et de ta volonté. Et de ta volonté. La volonté est Est-ce que tu as remarqué d'ailleurs que c'est un point de réflexion que j'avais, parce que on dit que souvent le sport, ça fait partie évidente de l'équipe, c'est une sorte des phrases un peu générales. Ouais. Mais est-ce que tu as remarqué que peut-être des périodes où tu en as moins fait parce que trop de boulot, trop de stress, ou bref, est-ce que tu vois une différence effectivement entre de l'impact positif du sport à la fois sur la tonicité, mais aussi sur le mental? Je le vois directement. Sur l'humeur. Ouais, sur l'humeur, c'est ça. Sur l'humeur au global, en tout cas, moi, personnellement, ça a beaucoup d'impact. Ouais. Et après, la nature. Enfin, on adore se faire des petits week-ends à droite à gauche, surtout avec des enfants en bas âge. On habite dans un appartement, comme je pense la grande majorité de Parisiens. Donc oui, en tout cas, avec des enfants en bas âge, on aime le week-end partir, un peu nous évader, découvrir. Et qui fait la cuisine chez vous? Je dirais que c'est partagé. C'est bien, c'est mais il y a beaucoup de cuisine. Il y a beaucoup de cuisine. Est-ce qu'elle goûte, Clémence, les plats qui après vont être chez Foodles? Alors, Clémence avait avait Foodles au sein de son entreprise. Donc Clémence était une ambassadrice. Ah oui, génial. Et c'est elle qui notait le plus sévèrement les plats sur l'appli. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'au moins, il n'y a pas de pincette avec Clémence. C'est que quand le plat, il est pas bon, il est pas bon. Mais ce qui est bien. Et tu le sais même en live avant même l'appli. Et d'ailleurs, est-ce que les notes que vous mettez sur l'appli, elles sont uniquement pour vous, pour évaluer les plats, ou elles sont aussi partagées vis-à-vis des utilisateurs, enfin des employés? Alors, elles ne sont pas partagées au niveau du si, elles sont partagées au niveau du bi. En revanche, elles sont partagées, bien évidemment, avec les cuisines qui les ont fabriquées. Ça, forcément. Exactement. C'est en temps réel, donc ça, c'est assez... Ouais, hyper utile. Exactement. C'est génial pour un cuisinier d'avoir une sorte d'applaudissement en direct de la salle ou pas. Mais c'est assez dur à vivre pour lui. En fait, on s'est dit, c'est génial, mais en fait, c'est son plat, c'est son travail. Donc, il y a évidemment, quand même de l'ego aussi. Bien,
Et exactement. Et les cuisiniers sont des profils qui Ouais, ont généralement de l'ego. Et quand ils ont créé Ce une qui est recette, normal, hein, c'est comme un artiste c'est un en profil fait. très créatif. Ouais. Voilà. et quand ils ont créé une recette et que la recette n'a pas trouvé son public, ben voilà, il faut aussi les accompagner dans Ouais, le. bon Voilà. point. Il y a la dimension techno, mais il y a quand même toujours la partie humaine. Hein. Et ça, on reste l'avait un métier, sous-estimé. ouais. Intéressant. Très clairement. Vous l'aviez sous-estimé, ça, cette partie-là? En fait, on s'est dit que ça allait être un super outil de travail pour eux. Ouais. D'un Mais point de vue on très avait- rationnel. D'un point de vue très Ouais. rationnel. Mais vous aviez exactement. oublié la partie émotionnelle. Il faut savoir gérer l'échec aussi. Le cœur. L'échec, le cœur. À propos d'échecs. À propos d'échecs, ou pas d'ailleurs. Cette Non. claque, ça peut être positif C'est vrai. aussi. Ça peut être positif. Ouais, je sais pas. Peut-être. En tant qu'entrepreneur, on se prend des claques plusieurs fois par jour. Si est-ce qu'il y en a une que tu aimerais partager avec nous? Il y en a une que j'ai eue assez récemment, dans le cadre de la CEC, justement, la Convention des entreprises pour le climat, une conférence d'un monsieur qui s'appelle Arthur Keller. Alors, il parlait d'un sujet assez complexe, qui sont les dynamiques systémiques. C'est-à-dire C'est-à-dire que dans le vivant, Ouais. tout est lié. Oui. Et il y a un peu des effets de boule de neige qui sont en train de Ouais. se créer. Et en fait, ça m'a vraiment fait relativiser sur l'impact de Foodles. Et j'estimais, on va dire, auparavant, la Convention des entreprises pour le climat et juste avant cette conférence que, en fait, on était dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'on est dans la bonne direction, on est assez engagé. Je pense qu'on est très objectivement au-dessus du niveau moyen des entreprises en France. Et on était vraiment dans cette démarche de réduction. Toujours, on va essayer de réduire l'impact qu'on a. En fait, c'est pas de réduire l'impact, c'est vraiment ce qu'il faut essayer de viser, c'est d'avoir à minima un impact neutre et c'est même obligatoire, d'avoir un impact régénératif. Et ça, ces dynamiques-là, je les avais pas du tout. Et en tout cas, dans cette conférence, il y a eu un peu un éclair, en tout cas, je l'ai vécu comme un choc, de me dire, en fait, le prisme et mon disque dur, en fait, c'est pas le bon. Mon CD aujourd'hui, et ce qu'on m'a appris, c'est il faut que j'apprenne à faire différemment. À désapprendre pour réapprendre. Exactement, en fait. à ouvrir mes chakras. Mais la manière dont aujourd'hui je vois le business de Foodles, c'était vraiment pas la bonne lecture. Voilà. Et ça a un peu fait un choc parce que ça remet quand même en cause beaucoup d'études, 10 ans. Ça veut pas dire qu'on va tout casser. Il y a forcément des choses qui sont à garder. Mais voilà, dans ces leviers, en tout cas activés, il y a vraiment des choses. C'est hyper intéressant. Et quand tu parles de régénératif, ou quand tu es à cette conférence, est-ce qu'on parle du coup de régénératif en termes de vie sur Terre, de biodiversité, etc., ou ça inclut d'autres aspects? C'est exactement ça. Sur les aspects d'eau, climat, biodiversité, sur le vivant au sens large. Sur le vivant. C'est-à-dire que l'impact de l'homme doit avoir un impact régénératif sur le vivant, Ouais. alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un impact destructeur. Mais d'ailleurs, très souvent, ça fait partie aussi de notre thèse d'investissement, c'est que très souvent, on parle par exemple du réchauffement climatique comme un sujet, et ça, on a réussi quand même assez bien à le modéliser, parce qu'on parle d'émissions de CO2, d'équivalent tonnes CO2, de certificats carbone, etc. Donc, on a mis des métriques, mais c'est un des problèmes par confrontation avec ce que tu décris comme systémique, c'est que quand on isole une métrique, on ne prend pas en compte les autres. Ouais. Parce que la biodiversité, Exactement. c'est un autre aspect, il faut avoir d'autres métriques, parce que ça se mesure différemment et c'est pas encore complètement rentré dans les usages. En revanche, ce qui est certain, c'est que c'est systémique. C'est-à-dire que la biodiversité, c'est aussi elle qui permet d'absorber du CO2, d'émettre de l'oxygène, etc. Donc, il y a une continuité entre l'hémisphère et la biosphère, et on peut pas raisonner, en fait, Que sur autrement que de manière dynamique. systémique. Mais en revanche, c'est très difficile en termes d'application, parce qu'on aime bien résoudre un problème, et on les isole, on les série, on n'a pas toujours ce sujet-là qui fait que la biosphère communique avec l'hémisphère, etc., et que donc tout est lié, en fait. Et ce qui est beau là-dedans, en tout cas l'espoir, c'est que la réponse, elle est dans le collectif. Voilà. Et ça aussi, ça nous a amené aussi à avoir un nouveau regard sur nos concurrents. Enfin voilà, que cette guerre économique qu'on est en train de se mener, en fait, c'est pas forcément la bonne guerre. On peut travailler demain avec des concurrents, on peut travailler avec l'intégralité de nos parties prenantes pour faire en sorte que globalement, on ait tous un meilleur impact. Donc tu vois, quand tu me dis, est-ce que aujourd'hui Foodles s'est engagé avec d'autres acteurs de la food tech ou même des entreprises agroalimentaires sur des sujets sociétaux ou environnementaux, la réponse est non. Et la réponse est, on doit en tout cas être engagé. On doit être engagé de manière beaucoup plus importante. Ça sera dans la roadmap. Ce sera dans la roadmap, exactement. La fameuse. Exactement. Et justement, quand tu rentres d'une conférence comme ça qui te met cette claque, que t'en parles à Clément, ou peut-être à d'autres membres de votre COMEX, ou je sais pas, c'est pris comment en fait? En fait, c'est difficile quand tu l'as pas vécu. Oui, c'est ça. Et c'est un peu ce qu'on s'est dit avec Juliette hier, c'est comment on arrive à embarquer
Foodles dans ce qu'on est en train de vivre. Et l'idée qu'on a eue, c'est et j'espère qu'il dira oui, et je l'invite d'ailleurs s'il écoute ce podcast, de faire intervenir un des cofondateurs de la CEC. On aimerait bien le faire venir chez Foodles et qu'il explique de manière assez synthétique, mais en tout cas de faire venir une personne extérieure qui explique. À mon sens, ça n'a pas le même poids que si c'est moi qui vais raconter ce que tu as vécu. Exactement. Point 1, point 2, point 3, voilà ce qu'il a dit. Voilà, donc ça n'a pas du tout le même impact. Donc on va essayer en tout cas d'embarquer le COMEX de Foodles, Clément bien évidemment, l'intégralité des personnes qui bossent chez Foodles, à travers des interventions externes qui vont venir un peu sensibiliser nos collaborateurs, plus qu'ils ne le sont Moi, ce que déjà. je trouve très précieux, en tous les cas, j'ai pas de conseils à donner, mais c'est issu de mes réflexions par différentes expériences passées, c'est que c'est intéressant, et c'est ce qu'on essaie de faire avec 2050, d'ailleurs, de mettre en relation les scientifiques avec les entrepreneurs. Alors, je sais pas si cette personne est scientifique, c'est pas forcément des coachs, des experts du monde de l'entreprise. Parfois, ils connaissent pas l'entreprise. En revanche, ils arrivent avec la connaissance, le knowledge, le savoir. Et ça, c'est quelque chose qui, hélas, est très discuté aujourd'hui de suite à l'élection de Trump. C'est qu'on remet en cause les professeurs ou la parole scientifique et la vérité. Je trouve que la ramener au cœur de l'entreprise, c'est intéressant. Ça évite tout débat. Voilà les faits. En gros, les faits et l'impact de notre production, de notre vie, de notre consommation sur l'environnement. Carte blanche pour 40 nuances de Next. C'est le moment où Olivier et moi nous taisons et on te laisse le micro pour un coup de cœur, un coup de gueule, un sujet que tu voudrais partager dans ta carte blanche 40 nuances de Next. On en a déjà pas mal parlé, mais j'avais prévu de partager en tout cas ce qu'on est en train de vivre au sein de la Convention des entreprises pour le climat. Et mon point, c'est plutôt une invitation, en tout cas, aux différents entrepreneurs et les entreprises, globalement, sont une partie de la clé au problème climat et global qu'on est en train de vivre actuellement. Et en tout cas, la CEC, donc cette Convention des entreprises pour le climat, a deux avantages. La première, c'est que, en effet, elle, à travers des interventions, elle nous aide en tout cas, à regarder le problème à travers un prisme qui est vraiment différent pour identifier des solutions qui, on va dire, dans notre disque dur interne, on n'aurait jamais été en capacité d'identifier. Et la deuxième chose, c'est que c'est un réseau d'entreprises. Aujourd'hui, dans la filière agré-agro, qu'on est en train de suivre avec Juliette, il y a 70 entreprises qui sont du même secteur que le nôtre, de l'amont jusqu'à l'aval. Donc vraiment des agriculteurs jusqu'aux distributeurs. Et ça, c'est vraiment ce qui nous permet, ensemble, de trouver des solutions qui sont communes, qui va bénéficier à l'intégralité de la filière. Donc je trouve que leur approche, en tout cas, est très bonne. C'est une association qui est peu connue encore. Et j'invite en tout cas tous les entrepreneurs, tous les dirigeants d'entreprises à se renseigner et à participer à ce type de convention. Eh bien, on mettra en tout cas le lien dans la description du podcast. Et merci pour ce coup de projecteur pour la CEC. Est-ce qu'il y a un système de parrainage d'ailleurs ou pas? Enfin, de parrainage pas au sens mais est-ce que vous recommandez entre vous? On peut se recommander entre vous. En quelque sorte, vous êtes des alumni après, enfin des alumni, donc du coup, il y a un réseau. On est des alumni, exactement. Et j'ai déjà partagé, en tout cas aux entrepreneurs de mon réseau, je les ai déjà incités à participer à ce type le mouvement de programme. Le mouvement est en Exactement. route. On aime bien dans ce format demander aux entrepreneurs qu'on reçoit de nous citer une femme entrepreneur qu'ils admirent. Et cette femme entrepreneur, elle aura la chance de passer aussi à mon micro dans le format Petite Sœur qui s'appelle 40 nuances de Sista. Et toi, Mickaël, j'aurais aimé savoir quelle femme entrepreneur tu souhaitais mettre en avant et pourquoi surtout. Alors, je vais vous parler de mon amie d'enfance qui s'appelle Camille, qui a monté une marque qui s'appelle Gynéca, de compléments alimentaires pour les femmes victimes d'endométriose. Et Camille a été, depuis très longtemps, victime d'endométriose à des stades assez impactantes, en tout cas pour sa vie privée et professionnelle. Et à un moment, elle a dit stop. Elle s'est dit il faut que que j'aide. J'ai trouvé à travers mon alimentation, mes compléments, des solutions qui permettent en tout cas d'éliminer une partie de mes douleurs. Il va falloir que je monte mon entreprise pour aider en tout cas toutes ces femmes qui, comme elle, sont victimes d'endométriose. Donc c'est vraiment un super produit, une super personne, donc je le recommande vivement. Et si tu avais une question à lui poser à Camille, tu lui poserais quoi? Je lui poserais la question du déclic. Alors, dis-lui comme si tu lui posais la question. À quel moment
tu as eu le déclic et tu t'es dit que c'était le moment pour toi de sortir, on va dire, d'une vie professionnelle plus classique à une vie d'entrepreneuse? Eh bien, on posera la question à Camille. Tu peux nous dire son nom de famille? Camille Dervaux. Camille Dervaux, et nous allons la recevoir à ce micro. Je lui poserai aussi d'autres questions parce que quand je vois ce sujet, je me dis qu'il y a 1000 questions à lui poser et on lui donnera donc ce petit coup de projecteur. Merci beaucoup. Merci pour elle. Je vois l'heure qui tourne, il va bientôt être l'heure du déjeuner, donc nous allons bientôt nous quitter. Mille merci, Mickaël, d'être venu te confier à notre micro. Merci Olivier. Merci Olivier. Je crois qu'il y a combien de personnes qui mangent Foodles ce midi? Ah ouais, tiens. Alors ce midi, on est mercredi. Mercredi, c'est pas le pic. Ah bah oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent en télétravail. J'étais entre 22 et 23 000. Bon, bah alors bon appétit aux 22 000 convives à travers le micro Merci de 40 Nuances de Next. À bientôt. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci, restez connectés et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager ce podcast, de commenter, de liker pour qu'ensemble on gagne la guerre des étoiles. À bientôt. Feuille blanche. 40 nuances de Next.